Avant que toute chose commence, je ne commencerai pas à lire la première histoire. Je m'y engage tant que tout le monde ne m'aura pas dit en commentaire ce qu'il mange actuellement. Ça me fait tellement rire, j'ai l'impression qu'il y a plus de commentaires souvent quand je pose des questions comme ça sur la bouffe que sur les histoires en elles-mêmes. J'adore. Dernièrement, j'ai reçu un commentaire qui me disait Léo, je t'écoute pendant que je tonds la pelouse. Tu écoutes comment la vidéo? Bref, je pense que j'ai assez parlé. Commençons avec le premier témoignage. Salut Léo. Tout d'abord, je te souhaite une bonne année 2025, que celle-ci t'apporte de belles aventures, du bonheur et de la réussite. Merci beaucoup à toi Ambre, on t'embrasse aussi très fort toute la commu et moi-même. Cela fait maintenant 1 an que je te suis et j'adore ton contenu. Merci beaucoup. L'histoire que je vais te raconter n'est pas du tout paranormale. C'est une histoire qui m'a marqué et j'ai mis beaucoup de temps à en parler. Elle est longue et sur plusieurs mois, mais chaque détail, tu verras, a son importance. Je m'appelle Ambre et j'ai aujourd'hui 22 ans. Cette histoire prend place en 2020. Il faut savoir que j'ai grandi toute ma vie en Asie. Je venais de passer mon bac pendant le Covid et il était donc temps pour moi de poursuivre mes études. Mes parents avaient acheté une maison sur Nice qu'ils avaient entièrement retapée. C'est super à ce moment-là car je trouve une école de design sur Nice et je déménage donc seul dans cette maison. Franchement, une folie pour une étudiante. Donc, comme tu as pu comprendre, avec le Covid, j'ai été amené à venir seul en France. C'est certes mon pays d'origine, mais je n'y ai jamais vécu jusqu'à présent. Le retour alors est très rude pour moi et je suis seul dans cette maison. Je débute les cours, tout se passe bien, mais j'ai quand même du mal à m'intégrer. Je suis assez timide de nature, il faut le savoir. La France se retrouve confinée. Je décide donc de me confiner avec mon cousin, un de mes amis et l'une de mes meilleures amies de Chine qui est venue me rejoindre. Tout se passe super bien, on passe vraiment en confinement de fou, dans une maison en plus de ça, de folie, enfin bref, c'est le rêve. Milieu d'année, on retourne alors tous en cours. Mon amie de Chine, elle, était repartie. Je suis donc avec mon cousin, mon pote et un de mes potes qui venait occasionnellement à la maison. Le chien de mon cousin arrive à la maison. C'est un gros staff de 70 kilos, mais c'est un amour. Il aimait tout le monde, c'était vraiment une peluche. Et ça a son importance pour la suite. Précision terminée, maintenant venons-en à l'histoire avec ce fameux Fabien. Évidemment, Fabien n'est pas son vrai prénom, elle a voulu protéger son identité pour la vidéo. Le retour à l'école se fait et Fabien commence à parler avec moi petit à petit. Nous faisons connaissance. Il faut savoir que je suis très réceptive aux énergies des gens et même en général. Mais bon, je me suis dit qu'il fallait que je fasse abstraction et que je devais au moins lui laisser une chance. Il faut savoir aussi qu'en prépa design, on a tous des projets individuels dans toutes ces matières. Et dans les 12 matières que l'on pouvait avoir, Fabien, ses projets, lui, étaient centrés systématiquement autour de la femme et du sexe. Il avait des propos déplacés sur les femmes et les proclamait ouvertement. Autant pour te dire que tout le monde dans la classe le trouvait bien étrange. De plus en plus, Fabien commence à avoir des propos déplacés envers moi, puis envers moi face à mes professeurs, du type « Ambre, c'est un amour. Attends, non, il faudrait plutôt qu'on fasse l'amour. » Bien space, le frérot. Ah oui, là il faut... Ouais, non, là il faut fuir. Hein. Il faut fuir ou virer cette personne-là. Hein. Dans ces cas-là, mais mes professeurs riaient. Sûrement nerveusement, je pense. Je me sentais bien seul face à lui et j'étais surtout extrêmement gêné. De plus en plus, il commençait à me faire peur. Je ne saurais t'expliquer, mais c'était dans son regard et dans son attitude. Il m'a terrifié au premier degré. J'ai donc fini par prendre mes distances avec. Mais pas de chance, en design de produit, notre prof nous met en groupe et on doit concevoir une lampe. Les différentes étapes du projet se font, j'essaie d'être pro et de bosser correctement, mais c'est tout. Évidemment, Ambre doit concevoir une lampe avec qui? Fabien. J'avais raconté à mon cousin et mon pote qui vivaient avec moi tout ce qu'il se passait et comme quoi il me faisait très peur. Donc, ça me rassurait, je sais qu'ils étaient là pour moi au cas où. Arrive donc le moment du projet où il faut concevoir cette lampe à taille réelle. Une chose importante à noter, c'est que c'était l'époque où le couvre-feu à 18h était encore d'actualité. Sachant que Fabien habitait à 3 heures de Nice, 2 options alors se présentaient à moi. Soit j'allais chez lui passer la journée à faire cette lampe, je reste le soir et je repars le lendemain, ou soit, à l'inverse, il vient et repart lui le lendemain. Étant donné que j'habitais avec 2 hommes et un gros chien qui me quittait pas, j'ai opté pour l'option numéro 2. Je n'allais en aucun cas faire cette lampe seul, ni aller même m'aventurer chez lui. L'histoire reprend alors le jour J. Un samedi matin, je vais donc le chercher à la gare de Nice, et dès lors, il me dit qu'il faut qu'on s'arrête à la Fnac, acheter un cadeau pour l'anniversaire de sa petite sœur qui est demain. Je souffle un peu parce que je suis pas là pour l'accompagner faire ses courses quoi. Mais bref, on y va rapidement. Et là, il me pose plein de questions sur ce qu'il devrait prendre, etc. Puis, il me dit même qu'il mettra mon nom sur la carte d'anniversaire, comme si je venais demain avec lui. Puis après, il me dit qu'il est ravi qu'on soit enfin en date.
Alors là, je le stoppe direct, je m'énerve un petit peu et je lui dis qu'il doit arrêter avec ses conneries, que ce n'est pas du tout un date, que ce n'est pas drôle et que là, il se voit juste pour travailler et rien d'autre. Autant te dire que l'ambiance dans le bus là est bien gênante. On arrive donc à la maison et comme je t'ai dit juste avant, il y a un gros staff chez moi. Directement, à peine entré, le chien se place devant moi face à Fabien et se met à grogner et à aboyer sur lui. Dans ma tête, je me suis directement dit « Ok, ce mec c'est un fou, le chien l'aime pas ». Vous me direz que c'est peut-être une réaction très extrême, mais je fais confiance aux animaux. En plus de ça, le chien ne me quitte pas de l'après-midi, il me suit comme mon ombre et grogne dès que Fabien essaie de m'approcher. Cette journée était très bizarre. L'énergie qu'il me renvoyait, elle me faisait vraiment peur. Il me lançait plusieurs clins d'œil et était beaucoup trop avenant. Il avait une attitude très particulière. Arrive la fin de journée. Mon cousin rentre et mes deux potes aussi. Et là, encore une fois, changement d'ambiance total. Fabien ne parle pas et devient froid, il est agressif même dans ses réponses. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à voir arriver 3 mecs à la maison. On essaie alors de faire la conversation, mais il reste froid et fermé. Ses réponses sont concises et très courtes. Je me disais qu'il était peut-être timide, mais encore une fois, je suis très réceptif aux énergies, et celle-ci était très pesante. Même mes potes venaient me voir en me demandant mais qu'est-ce qu'ils avaient dit pour qu'ils soient froissés comme ça. On avait pour habitude avec mes potes, après le dîner souvent, de regarder des vidéos de Squeezie ou un film à la télé. Alors il faut savoir que la maison était très peu meublée, étant donné que les meubles étaient dans notre maison en Chine. Donc il y avait un canapé lit 3 places, une télé, un tapis pour le salon de 150 mètres carrés. Donc sur le canapé, on se met un petit film, et je n'ai en aucun cas envie de m'asseoir à côté de lui. Je m'assieds donc par terre. Ça doit faire environ 45 minutes qu'on regarde le film, quand d'un coup, Fabien sort de nulle part. Je ne partirai pas de cette maison tant que je n'aurai pas embrassé Ambre. Un très grand silence s'instaure. Tout le monde se dit à ce moment-là, mais qui est ce fou? Et d'un coup, mes potes explosent de rire. Ils pensent tous à ce moment-là que Fabien fait une blague. Pourtant, son visage paraît très sérieux. J'étais tellement gêné et surtout terrifié. Fabien me faisait vraiment peur. Le moment de se coucher arrive donc. J'indique à Fabien sa chambre et il me dit que demain matin, il devra partir alors à 6h20. Et je lui dis donc que je serai debout pour lui ouvrir les différents portails. Tous les soirs, j'ai l'habitude de monter dormir avec le chien et de fermer ma porte à clé. Toujours, sans exception. Sauf que ce soir-là, mon cousin me dit qu'il voulait rester en bas devant la télé avec le chien et qu'il allait donc monter quand il irait se coucher. Vous l'avez bien compris, tu l'as bien compris, je n'ai donc pas dormi avec la porte fermée à clé ce soir-là. Une note assez importante à savoir, c'est que mon lit c'était un futon, un tapis japonais à même le sol. Je l'avais placé devant la porte de la chambre, donc je dormais face à la porte. Et là, en pleine nuit, je me réveille en sursaut par le chien qui aboie. Je suis encore dans les vapes quand j'aperçois à même pas 2 mètres de moi la porte grande ouverte. Et devinez qui? Fabien est au-dessus de mon lit, immobile, et il m'observe dormir. Là, je me demande si je ne suis pas dans un rêve. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Mon chien se met à grogner et à aboyer de plus en plus. Je lui demande ce qu'il fait là, mais il ne me répond pas. Il reste complètement statique. Alors je note en plus que je dormais nu dans mon lit tranquillement. Donc je me couvre et je m'énerve et je lui demande ce qu'il fout là. Je lui dis qu'il me fait peur et qu'il doit directement se barrer d'ici. Doucement alors, il se retourne et repart dans l'obscurité. Je me lève, je ferme la porte de ma chambre. Je tremblais encore. Je me suis habillé en vitesse et je suis alors descendu. Sauf que je ne le trouve pas dans la maison. Je remonte alors voir dans sa chambre, pas là non plus. Ni même dans la salle de bain. Là, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Je redescends, j'essaie de l'appeler doucement, mais zéro réponse. Et en fait, il s'avère que le salon en bas était un L. Et donc là où se trouvait le canapé, c'était un peu caché. Et dans le noir, on n'arrive pas trop à voir. Il se trouvait assis en fait, dans le noir, sur le canapé. Et là, je lui ai dit « Mais tu fous quoi là? Je te cherche depuis tout à l'heure !» Il me répond alors sèchement « Bah, je t'attendais quoi !» Et là, mon intuition m'a dit directement qu'il devait partir tout de suite. Il faut savoir que j'avais laissé le chien dans ma chambre à ce moment-là. Je l'accompagne alors au portail et il me demande tranquillement « Tu me raccompagnes à l'arrêt de bus ?» Ce que je lui réponds directement « Non !» Et il me dit « Bon bah tu m'embrasses alors ?» Ce à quoi je réponds « Bah non !» Et il me dit « Bon bah alors à demain !» Et là je lui ai dit « Non, tu pars tout de suite !» Et j'ai fini par refermer le portail et remonter chez moi en courant. J'ai pas réussi à me rendormir.
J'ai attendu que la maison se lève pour leur raconter ce qu'il venait de m'arriver. Et en plus, ils me disent qu'ils n'avaient absolument rien entendu et qu'ils dormaient tous profondément. Mon cousin est allé mettre les choses au clair avec Fabien, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais il ne m'a plus jamais adressé la parole, ni même regardé de la nez. J'arrête pas de trembler parce que je ne sais pas quelles étaient ses intentions. Je pense que c'est un mec qui a fait une fixette sur moi. Pourquoi alors il me regardait dormir? Qu'aurait-il fait si le chien n'avait pas été avec moi ce soir? Qu'est-ce qu'il me voulait? Enfin bref, les semaines qui suivaient, j'avais mis du temps à réussir à dormir. Et d'ailleurs, mes potes dormaient dans la chambre avec moi, tellement j'avais peur. Ça fait 4 ans que cela s'est produit et j'en ai encore peur, dites-vous aujourd'hui. Je raconte cette histoire pour sensibiliser surtout. Je pense qu'il est important d'en parler et de transmettre ces expériences. Si jamais tu ne l'as pas sélectionné, je te remercie quand même de l'avoir lu. Je te souhaite une belle soirée. Mais écoute, merci beaucoup à toi Ambre. Et bien figure-toi que j'ai lu ton histoire. Et dites-vous que je lis toutes vos histoires, je prends le temps de toutes les lire. Après, il est vrai que je ne peux pas toutes les sélectionner car ça ferait des épisodes beaucoup trop longs. Et même, il est vrai qu'il y a des histoires que je trouve beaucoup plus intéressantes à raconter que d'autres. Tout le monde est légitime de raconter son histoire, mais après, ça joue en fonction aussi de moi ce que j'ai envie de raconter. Bon, déjà, on peut féliciter Ambre, car tu n'as pas été la personne nulle dans les films d'horreur. Bien au contraire. T'as fait hyper gaffe à lui, tu as été hyper juste, et t'as fait hyper gaffe sur toi son comportement. Tous les signes avant-coureurs, tu les as pris en compte, et ça, c'est génial. Car ça t'a sûrement évité une séquestration dans sa cave au type. Ça paraît évident, mais les filles n'acceptaient jamais d'aller seul chez un gars, même si c'est pour un projet d'art, pour l'école. Vérifiez avant quand même que le mec est safe. Après, s'il n'y a pas de signe effrayant chez lui, Bélec, vous pouvez y aller. Mais pour moi, avant, ça colle les parents du gars, par mesure de précaution. Bon, après, je suis parano, donc n'écoutez pas non plus tout ce que je dis. C'est terrible parce que les gars, à force de lire vos histoires, je commence à faire gaffe à tout le monde dans la rue. La dernière fois, je marche dans la rue, un mec me dit bonjour, paf, ça part en baston. J'ai pas compris. Et après, je me suis souvenu que je racontais des histoires d'horreur régulièrement, donc j'ai compris. Plus sérieusement, Ambre, tu as pris la meilleure des options, faire ce devoir d'art chez toi, et en plus de ça, en présence d'adultes qui sont des hommes proches de toi, en qui tu as confiance. Et je conseille toutes les filles qui se retrouvent dans la même situation que Ambre de faire la même chose qu'elle, parce qu'elle a hyper bien réagi, et on la félicite pour ça. Et on passe au prochain maintenant. Allez, maintenant on passe à l'histoire de Gwenaël. Bonjour, je m'appelle Gwenaël, j'ai aujourd'hui 46 ans, et oui, je regarde tes vidéos. T'inquiète, il n'y a pas d'âge pour regarder les vidéos de Léo, aucun problème. Je suis très content que tu sois avec nous, Gwenaël, sur la chaîne. Ce que je vais vous raconter m'est arrivé quand j'étais préadolescente, entre 10 et 14 ans. C'était donc dans les années 90, je dirais. L'époque exacte, en revanche, je ne saurais la donner précisément. Cependant, ce que j'ai vu était passé aux infos, donc peut-être il serait possible de retrouver la date exacte, voire peut-être des images d'archives. Mais ce dont je suis sûr, c'est que c'était un dimanche après le repas de midi, peut-être vers 14-15 heures, et qu'il faisait doux. Ce n'était ni l'hiver, ni une grosse chaleur d'été. Une de ces journées tranquilles où tout le monde est un peu ramolli par le repas du dimanche. Ce jour-là, on était réunis en famille. Ma mère, mon beau-père et ses parents à lui, des personnes âgées. J'ai toujours aimé les animaux. Alors, spontanément, j'ai proposé de sortir leur chien pour le promener. On était à Troyes, dans l'Aube, plus précisément au quartier des Chartreux, sur la place Jeanne de Navarre. Pour ceux qui ne visualisent pas, cette place en fait forme un genre de zéro, une grande pelouse au centre avec des arbres sur tout le pourtour, entourée d'une rue circulaire et tout autour des maisons. C'est une place en gros. Ce sont des détails importants, vous verrez pourquoi. Je sors donc sur cette place avec le chien. Tout est calme. Et puis, soudain, ça apparaît. Je lève les yeux et il est là, au-dessus de moi, immense. Triangulaire mais allongé, un triangle long noir, totalement opaque. Il flotte dans le ciel, juste au-dessus de la place. Il recouvre la place quasiment. Il ne vole pas, non. Il est en suspension, littéralement figé dans l'air. Et il est gigantesque. Il est là, au-dessus des arbres, je ne vois plus le ciel. Le plus troublant, il ne fait aucun bruit, aucun. Il n'y a pas un souffle de vent, aucun moteur, aucune vibration dans l'air. Rien. Même pas le chant habituel des oiseaux. Le chien, lui, par contre, ne réagit pas. Ce qui, en soi, est déjà bizarre. Aucun aboiement, pas un coup d'œil en l'air, rien ne bouge. Comme si le monde s'était figé pendant quelques minutes. Je regarde l'engin. Il y a très peu de lumière, dont une rouge qui m'a marqué. Je ne pourrais pas décrire tous les détails parce que le temps a passé, et j'ai du mal avec certains souvenirs. Mais cette lumière rouge, je m'en souviens parfaitement. Et là, je panique pas du tout. C'est ça qui est encore plus étrange avec le recul en fait. Je suis juste dans une espèce d'état d'observation.
fasciné. Mais au bout de plusieurs minutes sous ce vaisseau triangulaire, je ressens quand même le besoin d'aller prévenir les autres. Alors, je cours chercher ma mère. Elle est à la cuisine, en train de faire la vaisselle. La fenêtre donne directement sur la place. En plus, je crie « Maman, maman, il y a des extraterrestres dans le ciel !» Ou peut-être que j'ai dit « Un ovni !» Je ne sais plus exactement. Et vous voyez l'idée. Elle me regarde d'un air vide, et elle me dit « Ah oui, oui, oui !» Et elle continue à faire sa vaisselle. Comme si j'avais dit « Il y a un chien qui traverse la rue, t'as vu ?» Ou « Oh, j'ai vu un pigeon !» Elle ne me prend pas du tout au sérieux. Ou alors, elle est dans un état second. Je ne sais pas vraiment. Peut-être qu'elle a cru que j'inventais. Peut-être que quelque chose l'a empêché de comprendre. Je n'en sais rien. Je lui dis « Mais maman, viens voir, le ciel est entièrement recouvert. On ne voit plus rien, viens voir. » Et encore une fois « Ah oui, 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 d'accord. » Alors, je repars dehors. L'objet est toujours là. Toujours aussi immobile. Ça fait bien 5 à 10 minutes qu'il est là maintenant. C'est long, 5 à 10 minutes dans ce genre de moment. J'ai eu tout le temps de le regarder, de mémoriser sa forme, sa couleur, d'un noir étrange, pas un noir qu'on connaît. C'est impossible à décrire, mais ce n'était pas du tout une couleur banale. J'étais très à l'aise et en confiance, aucune peur, peut-être l'insouciance de mon âge. Et d'un seul coup, il commence à bouger, lentement. Il glisse au-dessus de la place dans la longueur. Je décide alors de le suivre. J'avance à la même vitesse que lui. Il ne va pas vite. Et là, pouf, disparu. Mais pas disparu dans le sens il s'éloigne à toute vitesse, non, je le perds de vue dans le ciel. Non, il était là. Il n'y est plus, je ne comprends pas. Comme s'il s'était dissous. Évaporé. J'ai cherché partout. J'ai tourné dans le quartier, j'ai levé les yeux dans toutes les directions. Rien. Plus aucun triangle à l'horizon. Plus de lumière, plus rien du tout. Et le soir, même aux informations, ils en parlent sur plusieurs chaînes. Des gens témoignent à la télé, des vidéos sont montrées, et encore une fois le triangle est petit et vu au loin. Dans les journaux de papier aussi, ils en avaient parlé, des gens ont vu un triangle volant dans le ciel, mais de loin. Pas ce que moi j'ai vu. Personne n'a rapporté un vaisseau aussi massif, aussi proche, aussi silencieux, avec mes informations. J'aurais pu témoigner de la taille. Je suis dégoûté. Et les explications, essais militaires, prototype de l'armée, rien de mystérieux. Mais je vous le dis, ce que j'ai vu ne ressemble en rien à ce que les humains savent faire. Ni à l'époque, ni aujourd'hui en 2025. Aucun moteur, aucun bruit, une suppression parfaite dans l'air, un silence surnaturel. Et ce noir étrange, c'était pas humain. Depuis, cette histoire me hante, j'imagine. Je n'en parle que très rarement parce que les gens ne me croient jamais. Ou alors, ils me regardent avec ce petit air suspect, ce sourire en coin. Et pourtant, je sais ce que j'ai vu. Je passe pour une menteuse, et vu ma profession, je préfère éviter. Je l'ai vu seul de mes yeux. Et je sais que c'était réel. Je raconte aujourd'hui cette histoire parce que j'aimerais que peut-être quelqu'un d'autre ait vu la même chose. Ou qu'on ose enfin écouter les récits comme le mien avec un peu plus de respect et de sérieux. Évidemment là, c'est ce qu'on fait et dans les commentaires, tu le verras, il y aura full respect. Et je sais également qu'aujourd'hui avec Google Maps, il est possible de se rendre compte de la taille de cet objet volant. J'ai essayé de retrouver les reportages TV, mais je ne suis pas arrivé, ne serait-ce que pour trouver la date exacte. Merci d'avoir écouté Gwenaël. Merci beaucoup à toi Gwenaël, waouh, très courageuse de raconter ça, car comme tu l'as dit, quand tu racontes ce genre d'histoire complètement lunaire, complètement incroyable, on a tendance directement à dire « Oui bon d'accord, t'as vu un avion quoi ». Normal en réalité car les gens ont peur. Moi le premier, je préfère me dire « Ah ce truc dans le ciel, c'est un Doritos qui vole ». Rien de bizarre. Bon moi j'ai plusieurs théories, je me suis évidemment renseigné, parce que ton histoire m'a pas mal intrigué. Dans les années 90, il y a eu beaucoup de témoignages en Europe qui ont décrit la même chose que toi. Ce triangle qui vole dans le ciel. Triangle qui ressemble parfaitement au fameux avion militaire TR-3B. Un supposé avion secret américain. Il se pourrait peut-être que ce jour-là tu aies vu un projet expérimental. Est-ce que cela ne peut pas être un souvenir qui a été déformé? Cela peut être aussi une hallucination collective, une illusion d'optique, induite par un état modifié de conscience, peut-être. Dans ton témoignage, tu dis que tu as été extrêmement calme. Alors c'est peut-être lié à un état de déréalisation, ou une dissociation légère. Un truc qui est assez courant chez les préados lors d'un moment très calme et paisible. Ce truc-là en fait peut amplifier la perception d'un objet, avion, ballon météo ou nuage même sombre, transformant du coup l'image peut-être que tu as eue là à ce moment-là en triangle noir qui fait
un petit peu vaisseau alien. C'est une théorie que je place là évidemment, on prend pas, Gwenaël, c'est juste moi ce que je pense. Mon avis aussi, il est dans la théorie que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Alors, est-ce que ce jour-là, on a été rendu visite, quelqu'un nous a rendu visite, quelqu'un qui n'était pas du tout humain, et plus évolué que nous? La question se pose. En tout cas, merci beaucoup Gwenaël pour nous avoir partagé ton témoignage. Les gens, tu le verras en commentaire, seront bienveillants avec toi, car on est tout simplement les amis, la meilleure commu, la commu bienveillante du paranormal. J'attends évidemment, vous le savez, votre avis en commentaire. Vous l'avez à force, c'est cool. Coucou Léo, j'espère que tu vas bien. Étant une grande fan de thread d'horreur, je suis tombé sur ta chaîne par hasard et j'ai tout de suite adoré ton contenu. Je me suis abonné, bah là c'est génial de faire ça. Déjà merci beaucoup pour les compliments et n'hésitez pas à faire comme elle, abonnez-vous, ça me soutiendrait énormément. J'ai actuellement 23 ans et j'ai vécu plusieurs phénomènes paranormaux depuis l'âge de mes 6 ans. Aujourd'hui je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée lorsque j'avais 16 ans, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Tellement on dirait un scénario de film d'horreur. J'ai hâte de découvrir ça. Je souhaite garder l'anonymat, si c'est possible de m'appeler par un autre nom. Tu peux m'appeler Marie si tu veux. Tout a commencé lorsque mes parents et moi avons décidé de partir en vacances en Auvergne. Destination pas faux folle, MDR, mais bon. Lorsque nous arrivons, nous faisons face à une maison entourée uniquement de champs de maïs. Le propriétaire nous remet les clés, nous devons rester une semaine. Il faut savoir qu'avec ma maman, on a cette facilité à ressentir des choses lorsqu'on rentre dans des maisons, s'il y a une bonne ou mauvaise ambiance, etc. Il faut aussi noter que mon papa, lui, est très cartésien et ne croit pas du tout aux phénomènes paranormaux. Avec mes parents, nous rentrons dans la maison et nous montons à l'étage. Aussitôt, lorsque je suis dans l'escalier, je me sens d'un coup très mal à l'aise, sans pouvoir expliquer pourquoi. Je rentre dans la chambre que je vais occuper et je vois qu'il y a 2 lits de chaque côté du mur et une armoire en face des lits. Et ce que je trouve très bizarre directement, c'est qu'il y a des cadres avec des sorcières et des photos en noir et blanc très perturbante. Je ne dis rien à mes parents, chacun fait sa vie, et je décide de passer outre. La première soirée passe, et lorsque je suis dans la salle de bain pour me laver, je ressens une atmosphère très bizarre. Je me sens observé, très mal à l'aise, à un point où je me lave le plus rapidement possible. La première nuit passe, tout semble normal, mis à part cette pression dans l'air et ce sentiment anxiogène. Nous sortons de la journée, nous faisons des activités, et lorsqu'on rentre, nous mangeons. Je vais me coucher et là, les phénomènes commencent. Il faut savoir que mon chien dormait avec moi, juste en bas du lit. Il était 22h et quelques, donc assez tôt. D'un coup, mes jambes se paralysent, impossible de bouger, comme si quelqu'un était assis sur mes jambes. Je commence à paniquer, je ne sais plus quoi faire du tout. Du coup, mon cœur bat très rapidement, comme si j'étais en instinct de survie. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et d'un coup, j'entends des chuchotements. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucune autre maison aux alentours, à part des champs, pas de voisins, rien. Mes parents dorment dans la chambre d'à côté. C'était des chuchotements qui disaient « Reviens » plusieurs fois. C'était une voix d'homme. C'était une voix d'homme qui semblait en détresse. C'était très perturbant. J'étais apeuré. Et là, prise de panique, je trouve le courage d'aller en courant dans la chambre de mes parents. Je leur dis qu'il faut que mon père dorme avec moi dans l'autre lit, car il est impossible de dormir. Il se passe des choses trop bizarres. Mon père alors vient et s'installe dans le lit à côté. Au même moment, dans la chambre, il y avait un étendoir pour étendre le linge. Et on entend un gros boum, comme si quelqu'un avait donné un coup de pied dedans. Mon premier réflexe est de regarder si le chien était à sa place, à côté de mon lit. Elle n'avait pas bougé. Mon père se lève, lui aussi sous le choc de ce qui vient de se passer. Il décide de me calmer en me disant de me rendormir. Ça doit être rien de grave, puisqu'il est très cartésien. Ensuite, dans la nuit, la télé s'allume seule. La machine à laver se déclenche aussi elle toute seule dans la salle de bain. Et les bruits recommencent. Le chien à côté du lit pleure et fait des bruits étranges, comme s'il avait peur. J'ai passé une nuit affreuse, où il m'a été impossible pour moi de dormir. Au réveil, ma mère nous raconte qu'elle a eu énormément aussi, elle, de mal à dormir. Dans ma chambre, elle ressentait une présence. Elle se sentait vraiment très mal à l'aise, à un point où elle faisait des sortes de crises d'angoisse. Il était impossible pour elle de bouger. Elle voulait à tout prix partir de cette maison. Mon père, qui est pourtant cartésien, décide lui aussi qu'on doit partir définitivement de cette maison, car la journée qui suit cette nuit, nous nous sentons observés et surtout très dérangés. Les objets s'allument tout seuls, les chuchotements reprennent,
Nous décidons donc de rentrer à la maison. Et là, vous pensez que l'histoire s'arrête. Mais non, non, malheureusement. En retournant à la maison, je retourne dans mon ancienne chambre. Nous avions déménagé depuis. Dans cette maison, l'oncle de mon papa est mort. Plusieurs phénomènes se sont également passés ici, que je pourrais te raconter dans un autre mail. Pourquoi pas, avec grand plaisir. Dans ma chambre, j'avais une mezzanine. Il s'y trouvait un bureau, des peluches, des Barbies et d'autres jouets que je n'utilisais plus, puisque j'étais adolescente. En bas de la mezzanine se trouvait alors mon lit, mon armoire et ma télé. La première nuit, je me fais réveiller à minuit car j'entends des Je dors depuis de nombreuses années avec des boules caisses. Alors, je me dis que ça doit être le voisin d'à côté et que ce n'est rien de grave. Je me rendors. Je me fais ensuite réveiller également à 3h du matin, tout pile, par ces mêmes ricanements. Là, je commence un petit peu à me poser des questions. Mais encore une fois, j'étais beaucoup trop fatigué. Donc, je me dis que c'est pas grave. Le lendemain matin, plus aucun bruit. La nuit arrive. Et je me fais encore une fois réveiller à minuit pile par... Là, c'en est trop pour moi. Je vais chercher mon père qui était dans la chambre d'à côté avec ma maman. Je lui dis que j'ai trop peur et qu'il faut qu'il vienne dormir avec moi dans le lit. Mon père vient et se met alors dans le lit. Et d'un coup, les ricanements recommencent. Mon père trouve ça très bizarre. Il me dit que c'est sûr que l'entité qu'il y avait dans la maison de vacances nous a suivis jusqu'à la maison. Dès qu'on allumait la lumière, il n'y avait plus aucun bruit. Et dès qu'on éteignait la lumière de la chambre, les ricanements recommençaient. C'est vraiment très bizarre, et ça faisait super peur. On s'imagine. Mon père passe alors quelques heures dans le lit avec moi. Par moments, les bruits recommencent. Et dès qu'on allumait la lumière pour chercher d'où cela pouvait provenir, les bruits s'arrêtaient. Et dès qu'on éteignait la lumière, les bruits recommençaient. Et là, je me souviens que ce bruit est familier. Je repense à une sorte de Barbie que mes parents m'avaient offerte lorsque j'avais 8 ans. Quand tu appuyais dans son dos, elle faisait Mais cette Barbie n'avait plus été utilisée depuis des années. Ce qui était très bizarre d'ailleurs, c'est qu'elle ne s'était jamais rallumée toute seule auparavant. En plus, il fallait appuyer dans son dos pour qu'elle fasse le bruit. Pourquoi tout cela s'est-il produit après être revenu de ce lieu étrange? Sachant d'où vient le bruit maintenant, je récupère alors la Barbie. Père, tellement apeuré, lui a arraché la tête, enlevé les piles et l'a jetée à la benne à ordures du lotissement. Il m'a dit qu'il avait peur qu'elle fasse comme Chucky. Une fois la poupée jetée, nous n'avons plus eu de problèmes de ce genre. Cependant, nous avons eu des problèmes paranormaux dans cette maison et la suivante. Je pense que j'ai un certain don qui me permet de ressentir, malheureusement, certaines choses. C'est avec plaisir que je pourrais te raconter d'autres histoires paranormales. Je voulais à tout prix te raconter celle-ci en sachant que mon père, qui ne croit vraiment pas au paranormal, a lui-même peur. Il m'en parle encore très souvent. Et il m'a d'ailleurs dit il y a seulement quelques années qu'il avait eu la peur de sa vie dans cette maison, mais qu'il ne voulait pas me le dire pour ne pas m'inquiéter plus. J'espère que cette histoire t'a plu, je te souhaite de passer une bonne journée, bisous. Ah, moi j'aime pas du tout ce genre de choses. Les poupées qui se mettent à fonctionner alors que c'est physiquement impossible, ça m'effraie. Moi je n'aurai, les gars, jamais de poupées chez moi. Bon, y a d'ailleurs aussi eux là-bas. Bon, les poupées, on peut toujours, si on veut être rationnel, dire que c'est un bug. Mais bon, là, sachant qu'elle n'a pas été utilisée depuis longtemps et qu'il n'y avait pas de pile dedans, c'est quand même très bizarre. Dans ton témoignage, tu dis que tu avais une sensation assez bizarre, comme si tes jambes se bloquaient. Alors, est-ce que tu n'aurais pas fait une sorte de paralysie du sommeil? Donc, rien forcément de paranormal, juste ton cerveau qui s'imagine voir une chose effrayante. Et est-ce que justement ces chuchotements un petit peu bizarres que tu as entendus au début ne seraient pas finalement des chuchotements qui seraient dans ta paralysie du sommeil? Mais bon, après tu as vu que ça venait pas du tout d'une entité ou quoi, qui serait potentiellement dans ta chambre, mais bien d'un jouet. Mais est-ce que ce ne serait pas la Barbie qui aurait été défectueuse, et avec l'humidité, la poussière et une pile sûrement abîmée, est-ce qu'elle ne se serait pas du coup déclenchée toute seule? La machine aussi à laver, on peut aussi penser à un bug électrique, mais bon, rien n'explique aussi la réaction du chien, ça avait quand même beaucoup de coïncidences et... c'est vrai qu'on pourrait plutôt là pencher vers la théorie du paranormal. En plus que ton père très cartésien réagisse comme ça fait encore plus flipper et ça crédibilise encore plus en tout cas les phénomènes que tu vis. En tout cas, tu ne les hallucines pas. Tout le monde dans la famille là vit cette horreur, même le chien. Marie, je t'assure, tu verras dans les commentaires, on arrivera à trouver une solution, ou du moins j'espère, qui pourra t'aiguiller ou pas. En tout cas, j'espère que ça t'aura fait kiffer
que je lise ton témoignage. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent, je le rappelle, que je lise vos témoignages, leo@d-influence.com. Je lis tout évidemment, je prends le temps. Et d'ailleurs, si vous avez des vidéos à l'appui ou des photos, n'hésitez pas, c'est toujours bien. Bonjour Léo, j'aime beaucoup tes vidéos, que ce soit ta façon de les raconter ou l'énergie que tu mets dedans. Putain mais les gars, vous êtes vraiment adorables. Merci beaucoup Mei. Pour l'histoire, tu peux m'appeler Mei. Je ne sais pas si mon histoire va t'intéresser car elle est plutôt courte et je n'ai pas de réponse à tout ça. Je ne sais même pas si tout a réellement un lien, ni même si c'est paranormal ou réel. Mais sache que depuis, je ferme toujours ma porte à clé et surtout, j'ai toujours un couteau en hauteur au cas où. Quand je suis arrivé dans mon appartement après la séparation avec le papa de mes enfants, séparation qui s'est plutôt bien passée, c'est important de préciser car impossible que cela vienne de lui, je suis arrivé dans une ville où je ne connaissais littéralement personne. Et les gens de mon travail ne connaissaient pas mon adresse. Maintenant que j'ai posé les bases, je t'explique. Depuis mon arrivée, j'avais très souvent des coupures de courant. Je regardais dans le Judas, mais dans le couloir, la lumière était là. Donc ce n'était pas que chez moi. Mais le moment bizarre arrive. À chacune de mes coupures de courant, quelqu'un essayait de rentrer chez moi, en toquant, puis en faisant bouger ma poignée, sans jamais ouvrir. En regardant le Judas, rien. Personne. Et évidemment, je n'ouvrais pas pour vérifier. Je n'entendais pas le bruit de l'ascenseur, ni celui de la porte des escaliers. La machine de l'ascenseur, il faut savoir, est au-dessus de mon appartement. Je sais quand quelqu'un l'utilise, vu le boucan qu'elle fait. Ça a duré 3 ans. Presque une dizaine de fois par an. J'avais tendance souvent à oublier de fermer la porte à clé, mais dès que j'avais une coupure de courant, je courais pour fermer, et rebelote, encore et encore. N'ayant probablement aucun instinct de survie, je n'ai jamais eu peur, me disant que si un mec rentrait chez moi, je pourrais le sortir sans problème. Honnêtement, j'étais stupide de penser ça. Un jour, tout s'est arrêté après un événement particulier. J'étais en live TikTok et j'entendais des chats hurler à la mort. Cela n'était pas une simple bagarre de chat classique, c'était des hurlements déchirants. Je fais écouter alors au live, tout le monde était d'accord. On pensait que quelqu'un leur faisait du mal. Alors, je choisis de descendre, mes clés posées comme un poing américain, habitude de femme qui se fait souvent embêter dans la rue, et une fois en bas, je suis au 5e étage. Mais là, plus aucun bruit, plus de chats. Il devait être 1h du matin, il faisait nuit, il pleuvait, mais pas un bruit. Je n'entendais même pas le son de la pluie alors que je sentais l'odeur de la pluie et surtout l'odeur du fer. Je regarde un peu autour de moi, mais pas de chat. Pas de sang, pas d'humain, rien. À part un poids dans mes poumons. Je suis vite parti et j'ai pris l'ascenseur. J'avais l'impression que ça durait une éternité. Je rentre chez moi vite parce que, grosse envie pressante d'un coup, ça m'arrive souvent que j'oublie d'aller aux toilettes assez souvent, mais en sortant, je passe devant ma porte d'entrée, et là, l'horreur. La porte s'ouvre. Ça n'a pris qu'1 minute entre ma rentrée et la porte qui s'ouvre. Je mets un coup de pied très violent dans ma porte, parce que oui, si quelqu'un rentre, met une main ou autre, il allait souffrir. Mais rien. Pas un cri, pas un son. Encore. Je ferme ma clé évidemment, je regarde dans le Judas, et j'écoute l'ascenseur, la porte, personne. Depuis, plus rien ne s'est produit. Pas de chat qui hurle, pas de coupure de courant, personne qui essaie de rentrer chez moi. J'espère que mon histoire est intéressante ou même qu'elle est claire et lisible. Bonne journée ou nuit, selon quand l'histoire sera lue, si jamais elle l'est. Évidemment qu'elle sera lue, et même plutôt 2 fois qu'une. Waouh. Ça retourne le bide, ce genre d'histoire. On est littéralement sur un thriller psychologique. On dirait qu'on est dans Invisible Man. Je sais pas si vous avez vu un petit peu le truc. On pense au début de l'histoire que c'est une entité invisible qui fait peur à une femme dans une maison et qui provoque aussi des trucs physiques horribles chez elle. Enfin, il ne fait pas que ça, finalement il l'agresse aussi des fois physiquement chez elle. On pense que c'est paranormal, sauf que la réalité en fait est bien pire. Et ça m'a fait un peu penser à ça ton histoire. Il n'y aurait-il pas une personne qui se foutrait bien de ta tête? Je ne sais pas. Mais après, si on veut trouver des théories encore une fois rationnelles ou paranormales, vous inquiétez pas, j'en ai un petit peu, voilà, encore une fois, j'adore écouter finalement, donner mon avis sur les histoires. Dites-moi si ça vous fait chiant, ouais, dans les commentaires. Moi, c'est un truc que j'adore faire. Comme dans la vidéo, vous savez, où on invite des abonnés, on me débriefe à la fin des histoires, je trouve ça génial. C'est très dur de trouver des explications rationnelles à tout ça, sachant que si ça aurait été par exemple une tentative de cambriolage, elle aurait vu distinctement dans le Judas les personnes, sauf que là, elle a vu personne. Est-ce qu'une personne se servirait de ces coupures de courant pour finalement essayer de voir les maisons faciles à voler?
Peut-être. Est-ce que la fatigue, le stress du déménagement, la solitude que tu vivais à ce moment-là, est-ce que ton cerveau n'aurait pas amplifié des bruits normaux? Cette histoire me met dans un inconfort total. Parce que là, on peut aller que sur des théories en réalité paranormales. À part si dans les commentaires, vous avez d'autres théories, donc n'hésitez pas à me mettre Histoire 3, ma théorie. Et la suivante, est-ce qu'on est du coup sur un esprit malveillant rattaché à l'immeuble, à ton appartement en l'occurrence? On pourrait aussi penser à une perturbation électromagnétique paranormale. On dit souvent que les esprits influencent l'électricité pour se manifester, donc des coupures. Je ne sais pas, ces histoires me perdent dans cet épisode-là, c'est assez effrayant. J'ai qu'une hâte, c'est de sortir la vidéo et de vous lire directement après pour voir si vous avez des solutions quoi. Je suis ta chaîne depuis un bon moment déjà et je tenais avant tout à te féliciter pour tes vidéos captivantes. Merci à toi. Je tenais à te contacter aujourd'hui pour te raconter un peu mon histoire avec le paranormal, haha. Et bien écoute, merci beaucoup pour avoir pris le temps. Je tiens à préciser qu'aussi fou que ça puisse paraître, aucun élément n'a été modifié ou amplifié. Chaque fait ont été vécus comme décrits et ça a fait des années que je me retourne la tête pour trouver une explication rationnelle à tout ce qu'il s'est passé. Pour poser le contexte, je suis né et j'ai grandi sur l'île de la Réunion, au sein d'une famille croyante et un peu pratiquante, à l'exception de ma grand-mère maternelle qui était extrêmement croyante et vraiment à fond dans la religion catholique. J'ai donc grandi avec les notions de bien et de mal, de vie après la mort et par conséquent de l'existence du surnaturel. L'île de la Réunion regroupe de nombreuses religions, croyances et superstitions au vu de son histoire et de la richesse de ses terres et de sa population. Par conséquent, j'ai toujours entendu parler d'histoires paranormales, de mauvais sorts et encore de sorcellerie, sans y être vraiment pour autant confronté. Tout a changé pendant les vacances de juillet à août 2022. À ce moment-là, j'ai rencontré 2 garçons avec qui le feeling est directement passé. On a rapidement commencé à passer du temps ensemble avec mon groupe d'amis et on a fini même par passer l'entièreté de nos vacances ensemble. Tout a commencé un soir où, en fin de soirée, on se racontait nos petites histoires paranormales. Je suis déjà fan de sa vie et du mood. J'étais captivé par l'ensemble des phénomènes paranormaux qu'ils avaient déjà vécus. Et comme toute personne n'ayant rien connu, je frissonnais un peu sur le moment, puis je suis rapidement passé à autre chose et a repris le cours de ma vie comme si de rien n'était. Un premier soir, nous devons récupérer un de ces 2 garçons assez loin de chez moi. Il habitait dans les Hauts et devait récupérer des affaires pour le week-end. Nous passons alors par une petite route montagneuse, peu fréquentée et réputée pour ses phénomènes paranormaux. Il était alors là, minuit. Pour te décrire la route, c'est assez simple. Une montagne à ta gauche et le vide complet à ta droite. Il n'y avait aucun chemin adjacent, aucune sortie possible, simplement 2 montagnes à traverser avec une seule et unique route. Au bout d'un moment, dans un virage, on voit une bougie allumée. Je suis surprise, mais pas eux. Cette bougie est apparemment allumée tous les soirs par on ne sait qui d'ailleurs. On passe alors 2 virages et d'un coup, on voit une 208 blanche arriver en face de nous. Mon ami roulait relativement vite et il nous restait que 2 virages avant de la croiser. Mais d'un coup, plus rien. Plus de voiture. Ils se mettent alors à rire et me disent « T'as vu Mia, on t'avait dit qu'on croisait des voitures fantômes ici ». Je crois d'abord à un hasard et me dit que la voiture a fait demi-tour. Mais au vu de la route, c'était objectivement impossible. En tout cas, pas aussi vite. Je fonds alors en larmes. Appelle mon frère, terrifié, et lui dis que tout ce qu'ils nous ont raconté est bel et bien vrai. Mes amis, me voyant finalement réellement terrifié, essaient de me rassurer et de me dire qu'il ne faut pas avoir peur de tout ça et que tout ira bien. On finit donc finalement par rentrer chez moi et continuons nos vacances. Un second soir, nous sortons manger une pizza à une heure tardive. Nous passons par une route que je connais par cœur, je suis alors passager avant. Et à un stop, je regarde sur ma droite et vois alors un long drap blanc, suspendu dans le vide. Je reste complètement figé, je connais pourtant ce stop. Il n'y a rien ici de base. Bizarre. Les garçons regardent à leur tour, paniquent et accélèrent directement. Quelques secondes plus tard, nous passons en face d'une école primaire et toutes les lumières sont éteintes, sauf une ampoule en plein milieu du préau. Nous y voyons alors une ombre humaine, noire, en plein milieu du préau. Nous étions tous choqués de cette succession d'événements, mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. Nous finissons par déposer tout le monde et sommes alors plus que 3 dans la voiture. Nous nous garons ensuite après sur un petit parking en face d'un bâtiment abritant des commerces. Ce qui est important à noter ici, c'est que ce bâtiment était anciennement un centre pour les personnes malades de la lèpre. Au-dessus de ce dernier,
On peut également y trouver d'anciens cachots où étaient enfermés des esclaves. Précision assez importante pour la suite, vous le comprendrez. Nous sommes garés en face d'une fenêtre, fermée par des volets en bois. Il est à ce moment-là, précisément 1h11 du matin. L'alignement des 1 comme ça, je pense que c'est pas du tout bon signe. Mes deux amis discutent entre eux et tout d'un coup, j'entends du bruit. Un bruit qui m'est familier, mais pas commun du tout. C'était exactement le même bruit qu'on retrouve dans de nombreux films d'horreur quand des centaines de feuilles de papier volent dans une pièce. Un bruit quasi irreproduisable. Ce qui était assez surprenant, c'est que ce bruit semblait venir uniquement de derrière la fenêtre en face de nous. Il semblait parfaitement localisé. Je dis alors à mes amis d'écouter ce qu'il se passe, et là, celui qui vit juste à côté de nous hurle de démarrer la voiture et de partir d'ici le plus rapidement possible. Cela faisait déjà 2 bonnes minutes que j'entendais ce bruit, je n'y croyais tellement pas. On démarre alors la voiture, et là, le calme plat. On reste à nouveau assez choqués de ce qu'il se passe, mais préférons quand même prendre ça à la rigolade. Nous finissons finalement par déposer cet ami, et décidons après ça de rentrer chez nous aux alentours de 3h du matin. Il m'appelle alors là, paniqué, m'expliquant qu'en marchant dans son allée, il a entendu quelqu'un le suivre. Il a décidé de ne pas se retourner et de simplement courir. Et à ce moment-là, la chose derrière lui a semblé se mettre à courir également. À partir de ce soir-là, j'ai commencé à me dire que quelque chose clochait réellement. Sans déconner, je n'ai jamais rien vu ni vécu en 20 ans de vie. Je suis pourtant très cartésienne et voir tous ces événements s'enchaîner comme ça, sans avoir rien cherché, commençait à réellement me faire flipper. Cependant, pour une raison que j'ignore complètement, je suis toujours resté calme face à tout ça. En dehors de la première fois, évidemment. Bref, les vacances continuent et un jour, nous décidons d'aller visiter un gigantesque bâtiment abandonné. C'est un ancien centre pour handicapés et jeunes difficiles. D'ailleurs, j'ai fait récemment une vidéo sur le sujet, l'orphelinat de Jersey. Allez voir, si vous kiffez, personne ne kiffe, mais ça parle de maltraitance sur des enfants, c'est une histoire absolument horrible, pire qu'un film d'horreur. Pour te décrire un petit peu l'endroit, tu montes une grande pente et tu te retrouves sur un chemin en béton long d'environ 300 mètres avec un énorme bâtiment de chaque côté. Il offre une vue magnifique et n'a plus aucune fenêtre ni porte. Élément primordial pour comprendre le phénomène qui va suivre. Nous sommes 3 ce jour-là et il est aux alentours de 12h. Il fait beau, pas un nuage ni une brise à l'horizon. Nous faisons notre petite visite pendant environ 1 heure, puis décidons de partir. Nous sortons du bâtiment de gauche par une voiture, au centre de ce dernier, puis prenons l'allée bétonnée pour rejoindre la voiture. Et là, tout d'un coup, nous entendons une fenêtre claquer. Nous nous arrêtons, regardons autour de nous, les arbres ne bougent pas d'un poil. Et surtout, nous n'avons vu aucune fenêtre. Pour rigoler et détendre l'atmosphère, je crie alors « On vous a rien fait, hein? Laissez-nous tranquille un petit peu !» Nous reprenons alors notre marche, et à ce moment précis, à chaque ancienne fenêtre que nous passons, nous entendons un claquement venir des 2 bâtiments simultanément. C'est comme si notre passage de chacune des anciennes fenêtres déclenchait une réaction. Les derniers événements que nous avons vécus se sont déroulés à la fin des vacances. Nous étions chez un ami, il était aux alentours de 11h, et nous étions à table. Nous étions 3 ce jour-là, il pleuvait, et nous avions passé la matinée posés devant la télé. J'ai terminé de manger la première, donc je commence à faire ma vaisselle. Je suis alors dos au couloir. Puis je décide de me rendre aux toilettes. Arrivé devant le couloir, je vois des traces de pas mouillés dans l'entièreté de ce dernier. Je demande alors aux garçons s'ils sont sortis. Ils me répondent que non. Je me rends compte très vite que ma question est assez idiote, puisqu'ils étaient juste derrière moi et que je les aurais évidemment entendus se lever. Je leur montre les pas et on décide alors de les suivre. Ils s'arrêtent en plein milieu du second salon. Je fais alors un lien instantanément. Ce second salon est un lieu où le cercueil des grands-parents décédés de mon ami ont reposé pour leur veillée. Je me fige, mon sang se glace, et je me dis maintenant que je refuse dès à présent de remettre les pieds ici un jour. Il est important de noter que durant ces vacances, je faisais énormément de cauchemars. J'ai même eu ma première paralysie du sommeil. Les vacances ont pris fin, et un de mes amis, que j'avais rencontré au début des vacances, est reparti sur l'île pour ses études, et je n'ai depuis rien vécu d'inexplicable. Avec le temps, j'ai commencé à me dire qu'il attirait sûrement ce genre de choses, car bien que je continue de sortir la nuit, et notamment dans les mêmes coins de l'île, il ne m'est depuis plus rien arrivé, ni à moi, ni à mes proches.
J'espère que mon histoire t'a plu, merci beaucoup, merci de l'avoir lu jusqu'à la fin. Et j'espère que tu la sélectionneras pour une de tes vidéos. Merci beaucoup pour ton témoignage, Mia, c'est adorable d'avoir pris le temps d'aussi bien le narrer. C'est hyper important de le préciser aussi, tu l'as trop bien raconté. T'as mis tous les détails possibles, donc on va pouvoir là, et ce qui est génial, élaborer une grosse phase théorie. Déjà, il faut préciser que pour cette fameuse voiture fantôme que t'as vue, les conditions dans lesquelles tu étaient assez nulles, en termes de vision surtout. Tu ne voyais rien, c'était la nuit. La voiture a tout simplement pu éteindre ses phares, ce qui aurait donc provoqué brutalement sa disparition, ou peut-être qu'elle a tourné brusquement dans un virage que tu n'as pas vu. Est-ce que comme on est la nuit, entre potes, on n'a pas voulu se faire peur, et donc ça aurait créé une sorte d'hallucination collective? C'est peut-être aussi plausible. Pour le drap suspendu dans le vide maintenant, est-ce que cela ne serait pas une personne qui aurait coincé un drap dans un arbre? Ça aurait pu être aussi un animal, un mec qui se baladait juste simplement comme ça? Est-ce que la peur que tu as eue pendant toute cette soirée a créé un biais collectif d'interprétation? Tout devient directement paranormal avec l'effet de groupe? Peut-être. Il y a un monde où c'est juste un gars bourré qui a pris le linge de sa mère, qui l'a mis sur la tête et qui s'est tapé un gros sprint à la Usain Bolt dans les montagnes. C'est sûrement arrivé statistiquement, en réalité. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu des situations lunaires comme ça. Et pour en venir maintenant au bâtiment ancien que t'as pu visiter avec tes potes, est-ce que les plusieurs bruits que t'as entendus ne pourraient pas être liés à un animal bloqué dans ce magnifique endroit? Un bruit de vent piégé dans une structure du bâtiment qui ferait du coup une sorte d'effet acoustique, des chauves-souris, des rats, des oiseaux, des animaux qui ont l'habitude d'être dans ce genre de lieu. Il y a plein de théories à se faire. Les traces de pas mouillés dans le couloir, ça quand même c'est vachement intriguant. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une condensation ou une fuite d'eau chez toi qui aurait créé sans faire exprès des marques au sol représentant des pas d'humains? Est-ce que quelqu'un est sorti parmi tes potes sans s'en rendre compte, mouillé? Est-ce que ce n'est pas la trace d'un animal mal interprété? Honnêtement, c'est assez mystérieux, j'adore ce genre d'histoire et c'est bien pour ça que je les raconte. Mia, n'hésite pas à me faire un retour par rapport un petit peu à ton histoire. Est-ce que tu valides un petit peu mes théories et les théories des gens dans les commentaires? Bonjour Léo, je suis tombé sur tes vidéos et j'ai tout de suite adoré. Merci beaucoup à toi, Alva. J'ai énormément regardé tes vidéos de témoignages et je me suis décidé de te partager le mien. Faites pareil que Alva. Pour te mettre un peu de contexte, mon nom de naissance est Anaël, ce qui est une information importante. Et j'ai changé de prénom, m'appelant désormais Alva. Je te laisse choisir comment tu souhaites m'appeler, cependant à cette époque, je m'appelais encore Anaël. J'ai grandi dans un environnement très terre-à-terre et n'étant à aucun moment lié à un quelconque mouvement de spiritisme ou autre, puisque mes parents sont tous les deux scientifiques. Déjà, je suis très fan du témoignage. On part sur quelqu'un de rationnel qui ne croit pas au paranormal, alors pourquoi elle inventerait ce qu'elle va nous raconter? Je me pose la question. Du coup, j'aime beaucoup déjà le début. Je n'ai donc reçu aucune éducation religieuse ou autre, et j'ai été même très sceptique quant aux événements dits surnaturels. Mais tout a changé quand un soir, en rentrant du collège, je les ai vus pour la première fois. Les ombres. Je me souviens de cette soirée comme si c'était hier. On était en janvier et il faisait donc nuit très tôt. J'attendais mes parents à la maison en regardant la télé. Mais ils mettaient beaucoup plus de temps que prévu. J'ai décidé de regarder par la fenêtre pour voir alors si je les apercevais, mais ce que j'ai vu à la place me glace encore le sang. Juste devant mon portail se tenaient deux silhouettes sombres, des ombres de forme humanoïde, mais dont je ne parvenais pas à discerner les traits. J'ai tout de suite commencé à paniquer et j'ai tenté d'appeler ma mère, mais elle ne répondait pas. En regardant par la fenêtre, j'ai découvert que les ombres avaient disparu, pour se déplacer maintenant devant ma porte d'entrée. Je n'ai pas cherché une seule seconde à comprendre et je suis sorti par la porte de derrière pour m'enfuir directement. Complètement paniqué, j'ai sonné chez tous les voisins, mais aucun ne m'a répondu. Je précise que je vis dans un tout petit village et que nous nous connaissons tous. Pourtant, c'est comme s'il n'y avait plus aucune forme de vie, j'étais soudainement seul. Je ne savais pas quoi faire, et pour te résumer rapidement, car tout est très flou, même pour moi, je suis retourné dans ma maison et me suis caché derrière un fauteuil jusqu'à l'arrivée de mes parents. Mais cela, malheureusement, ne s'est pas arrêté là. Les jours qui ont suivi après ça, je les voyais partout. Au collège, chez moi, dans le village, elles ne me laissaient pas tranquille. Elles murmuraient sans cesse sur mon passage. Elles murmuraient mon nouveau prénom que je n'avais pourtant dit à personne. Alva, Alva. Je n'en pouvais plus. Alors, un jour, je les ai simplement regardées et je leur ai demandé « Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voyez pas que vous me rendez complètement folle ?» Je n'ai bien sûr obtenu aucune réponse. Cependant, j'ai arrêté de les voir et de les entendre. Pour moi, cela était alors terminé. Et malgré la frayeur que j'avais ressentie, je suis passé à autre chose. Mais un jour, au détour d'une conversation avec ma mère, je les ai évoqués. J'ai expliqué à ma mère ce que j'avais vécu, et c'est là qu'elle m'a appris que lorsque j'étais toute bébé, sa meilleure amie lui aurait dit que j'étais spéciale.
Ma mère, très sceptique, ne l'avait pas cru, mais avec ce que je lui ai raconté, elle a commencé à se poser quelques questions. La nuit même, j'ai rêvé des ombres qui me murmuraient que je les avais trahis et qui tentaient de m'étrangler. Au matin, même si je n'avais aucune trace sur le coup, j'avais terriblement mal à la gorge et je n'avais plus de voix durant plusieurs jours. Depuis ce jour, je ne les ai plus jamais revus et très honnêtement, j'espère ne plus jamais les revoir. Je te remercie d'avoir lu et même si je sais que je ne peux pas apporter plus de preuves que ça, cette histoire est profondément ancrée dans ma mémoire. Je précise que j'ai rencontré beaucoup de psys par la suite et qu'aucun trouble mental pouvant mener à de telles hallucinations ne m'a été diagnostiqué. J'espère que mon histoire t'aura plu. Merci encore, Alva. C'est une des histoires paranormales les plus cool que j'ai pu lire. Alors pour la simple et bonne raison qu'on parle là de personnes qui ne sont pas du tout dans le paranormal, qui n'ont aucune croyance, qui sont très cartésiennes. C'est pour ça d'ailleurs que je les sélectionné. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur cette histoire. Très bizarre cette histoire, j'aimerais apporter une théorie scientifique à tout ça. Suis-je scientifique? Pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Bon, évidemment, vous ne serez pas tous scientifiques dans les commentaires, j'imagine. En revanche, il y a peut-être des personnes qui sont très forts, ou du moins qui ont déjà étudié ce genre de phénomène-là, qui ont déjà été témoins peut-être de patients qui viennent les voir et qui leur parlent aussi de ces ombres un petit peu humanoïdes effrayantes noires, de ces hallucinations peut-être aussi auditives. Est-ce que ces hallucinations auditives, ce Alva, est-ce que Alva a imaginé ça? On sait pas, en fait, il y a tellement de théories à se faire, j'ai pas trop d'idées là, je vous avoue. Je ne vois pas dans quel passage son témoignage ne pourrait pas être honnête. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a des personnes spécialisées dans les visions comme ça un petit peu bizarres qui pourraient nous dire ce qu'elle aurait peut-être vu ce jour-là? Est-ce qu'elle n'a pas été victime d'une hallucination? Est-ce que Alva, je te pose la question maintenant, tu n'as pas pris, mais tu nous l'aurais dit je pense, quand ton témoignage était hyper bien construit, un médicament qui t'aurait fait voir ces personnes-là? Après, très bizarre, non, c'est un peu impossible, je me contredis un petit peu sur ça, car tu vas continuer à aller voir après de plus en plus. Même je tue carrément cette hypothèse, comme t'es allé voir un psy et il a complètement démenti tout ça, tu n'as pas de troubles psychologiques qui auraient pu te faire voir ces ombres flippantes, ces silhouettes humanoïdes, car oui, il y a des troubles comme ça qui peuvent vous faire voir des formes effrayantes, que je mettrai juste là, je ne sais plus comment il s'appelle ce trouble-là, mais en tout cas oui, ça existe bien. J'attends vos théories en commentaire sur ce témoignage, il était pas mal effrayant, très bien narré, merci pour ça, merci pour les personnes qui prennent le temps aussi de bien narrer, merci à toi Alva, et on passe au prochain témoignage, et j'attends vos théories dans les commentaires, car j'adore les lire, je vous le dis honnêtement. Bonjour Léo, je t'écris pour te partager une histoire vraie que ma maman m'a racontée il n'y a pas si longtemps. Ok, donc là on est sur l'histoire de la daronne. Elle ne l'avait jamais confiée à personne avant moi. C'est une expérience qu'elle a vécue quand elle était toute petite, et qui, je pense, aurait toute sa place dans l'ambiance de tes vidéos. Je te l'ai transmis ici à la première personne, comme elle me l'a raconté. Quand j'étais enfant, j'habitais un immeuble entouré d'un petit parc. C'était notre endroit préféré, à mes copines et moi. On y passait des heures, insouciantes, à courir, à inventer des jeux, et surtout à rire. C'était un petit monde à part, protégé. Enfin, du moins en apparence. Mais j'ai fini par remarquer quelque chose, ou plutôt, quelqu'un. Un homme. Toujours le même. Il était là, chaque jour. Silencieux, un peu en retrait, assis sur un banc, ou debout près des arbres. Il ne faisait rien. Il ne nous parlait pas. Il se contentait juste de nous regarder. Et il ne me quittait pas des yeux. Au début, je me disais que c'était sûrement un monsieur du quartier. Mais avec le temps, mon malaise a grandi. Son regard était froid, vide. J'étais encore petite, mais j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Un jour, alors qu'on jouait dans le parc, comme d'habitude, j'ai eu soif. Je suis monté alors chez moi, seul pour boire de l'eau, puis je suis redescendu, en passant par le local à vélo. C'était un petit raccourci sombre, pas très rassurant, mais je le prenais parfois. Je n'aurais pas dû. Je ne l'ai pas vu venir. En une seconde, il m'a attrapé. Une main immense s'est plaquée sur ma bouche, mon dos a heurté le mur. Il me tenait là, fermement, sans un mot, c'était lui, l'homme du parc. Je me suis mise à pleurer, terrifiée, incapable de bouger. J'étais paralysée par la peur. Et lui, il me regardait, droit dans les yeux, et longtemps. 10 secondes, 10 longues secondes d'un silence glacial, pendant lesquelles mes larmes coulaient sans s'arrêter. Et puis, il m'a relâché. Il m'a laissé partir sans dire un mot. Il a reculé, a disparu dans l'ombre et je ne l'ai plus jamais revu. Je n'ai jamais osé en parler à mes parents, j'avais peur qu'on me dispute, que ce soit de ma faute et pas de la sienne. Ce n'est que des années plus tard que j'ai raconté cette histoire à ma fille. Et tu sais ce que j'en pense encore aujourd'hui? Je crois qu'il m'a relâché parce qu'il a eu de la peine. Peut-être que mes larmes, ma peur si visible,
ont réveillé un reste d'humanité en lui. Je ne le saurai jamais. Cette histoire m'a marqué, même si ce n'est pas moi qui l'ai vécue. Et elle me l'a fait comprendre avec une chose importante. Les enfants ne devraient jamais être seuls. Il existe des personnes aux intentions sombres qui observent, attendent et profitent du moindre instant de solitude pour passer à l'acte. Il faut en parler, il faut apprendre aux enfants à reconnaître ce malaise, ce danger. Et il faut les croire toujours. Merci Léo de créer un espace où des histoires comme celle de maman peuvent exister. Si tu choisis de la partager, ce serait un honneur. Bien à toi, Sarah. Waouh. Eh bien écoute Sarah, merci pour ton histoire. Ça va être génial pour le côté préventif. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui regardent mes vidéos. Donc toutes les mamans qui regardent cette vidéo, vraiment. Après, je suis personne pour vraiment vous donner des conseils car j'ai pas d'enfant, de 1. Mais je suis un enfant, attention. Et j'ai une maman qui a tellement pris soin de moi quand j'étais petit et qui a tellement vécu de choses comme cette maman-là, d'horribles. Il ne faut plus que ce genre d'histoire arrive, alors c'est pour ça qu'il faut vraiment, si vous avez un enfant du moins, toujours le garder à l'œil et surtout, le plus important, le prévenir de ce genre de danger, que ça existe et prévenir le plus tôt possible, comme ça ils se méfieront des mauvaises personnes comme cet homme-là. Je me souviens aussi que ma mère m'avait raconté une histoire comme celle-ci, un peu similaire, mais le décor était complètement différent. Elle était près d'un lac, ma mère aimait beaucoup sortir, découvrir un petit peu la nature, seule, parce que ma grand-mère avait tout simplement la flemme de l'accompagner. Elle était seule près de ce lac, et en face, à l'extrémité du lac, se trouvait un homme qui la regardait en agitant le pinceau. Bon, vous avez compris, j'ai pas tellement envie d'expliquer ça plus explicitement, mais pour pas être vulgaire, voilà, la personne se touchait devant ma mère, alors qu'elle avait sûrement 10 ou 7 ans. J'ai plus l'âge exact, mais en tout cas, elle était très très jeune. Ça l'a traumatisée, ma mère s'est directement rendue chez elle pour avertir ses parents. Heureusement, ils ont agi, ils sont allés voir près du lac, à l'endroit exact où ma mère l'avait observé, mais évidemment, il était plus là, il avait disparu. Donc attention à toutes les mamans, quand votre enfant sort et qu'il est évidemment petit, allez-y avec lui, même si vous passez pour la maman forceuse. Vraiment, c'est hyper important. Moi, je sais que ma mère était toujours là, comme elle a vécu ce genre de choses, avec moi, avec mon frère pour jouer. Elle nous laissait jamais seuls aller au stade de foot jouer. Il y avait soit toujours mon père, soit ma mère. Et d'ailleurs, je les remercie pour ça, c'est vraiment des amours, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me regardent. Du coup, je trouvais ça hyper important et touchant de raconter cette histoire. Et merci encore à toi, Sarah, pour avoir pris le temps de me la partager. Et merci à ta maman aussi. Tu l'embrasseras de ma part. Coucou Léo, j'espère que ça va. Je regarde souvent tes vidéos, je les regarde même tout en ce moment. J'adore. Tu es adorable, merci beaucoup à toi. J'aime surtout celle où tu racontes les histoires d'abonnés. Bienvenue sur le format. Alors j'ai décidé de t'écrire. Je l'ai vécu personnellement qu'à moitié, car j'étais jeune quand ça s'est passé. Pour mettre du contexte, on a déménagé en Bretagne quand j'avais 1 an. On était 9 plus notre mère. C'était une grande maison avec 2 salles de bain, plusieurs chambres et une cave. Dans la cave, il y avait un puits, qu'on pensait inutilisable. Peut-être 2 mois après qu'on soit arrivé, ma famille a commencé à entendre des bruits extrêmement bizarres. Des gens qui criaient en plein milieu de la nuit, mais ils n'arrivaient pas à savoir d'où ça venait. Mais le bruit le plus bizarre, c'était des pleurs. Des pleurs d'une petite fille qui se faisait entendre n'importe où et n'importe quand. Le premier vrai événement qui a eu lieu avec cette petite fille, c'est quand ma sœur Hélène avait dans les 7-8 ans. Elle jouait toute seule dans sa chambre et ma famille était dans le salon. Ma mère faisait à manger et s'est dirigée vers la chambre de ma sœur, pour lui dire que le repas est prêt. Elle toque et ouvre. Et d'un coup, ma sœur la regarde et lui dit « Oh non, de ta faute, elle est partie ». Bien sûr, au début, ma famille pensait à une amie imaginaire. C'est quand même vachement courant. Ma mère, assez croyante à ce genre de choses, a quand même eu des doutes. Une fois, un soir d'été, on faisait un barbecue, et ma sœur jouait dans le jardin. Elle courait et s'amusait, et tout le long, on voyait comme une lueur qui la suivait, une lumière étrange. Un peu plus tard, peut-être 3-4 ans après, ma mère prenait un bain dans la salle de bain, collée à sa chambre. Et sur le bord du lavabo, elle voit une petite fille aux longs cheveux noirs, assez cliché. Et cette petite fille, elle était en train de pleurer. Ma mère essaie de la rassurer et lui demande si ça va, mais rien. La fille continue à pleurer. Ma mère sort de son bain pour s'approcher, mais d'un coup, la fille crie et plus rien. Elle n'était plus là. Cette petite fille a hanté notre maison pendant très longtemps, jusqu'au jour où ma mère a décidé définitivement de fermer le puits car il ne nous servait plus. Et bizarrement, tout s'est arrêté. Plus de bruit incessant dans les murs, personne n'a fait le lien avec le puits. Et quelques années après, à cause de problèmes, on a dû rouvrir. On s'en est à peine servi et tout a recommencé x10.
À ce moment-là, je devais avoir dans les 6-7 ans. Je me rappelais des lueurs blanches dans ma chambre et des gens qui parlaient dans les chambres quand il n'y avait personne. Une fois, un ami de mon frère est venu dormir à la maison. Il dormait dans le canapé dans le salon. Au beau milieu de la nuit, il entendait une fille pleurer. Pensant que c'était une de mes sœurs, il s'approche pour la rassurer. Puis d'un coup, la petite fille se met à hurler. Pris de panique, il court et part. Il a eu tellement peur que toute la semaine où il était là, il a dormi dehors dans une tente. Et c'est quand on a fermé le puits une deuxième fois qu'on a enfin compris. Ma mère, intriguée, voulait quand même faire des recherches. Puis, elle a découvert que le puits était relié à une chapelle un peu plus loin dans la rue qui était dans un cimetière. Et qu'il y a à peu près 50 ans, un drame était arrivé dans notre maison. Un homme vivait avec sa fille et sa femme. Sa femme mourut d'un accident de voiture. Le père, n'arrivant pas à supporter la perte de sa femme, décida de se suicider, emmenant aussi sa fille avec lui. Il descend dans la cave et jette sa fille dans le puits avant de s'y jeter lui-même. Bon, je vous l'avoue, je suis quelqu'un de très rationnel, même si j'ai été élevé avec cette croyance-là. Je n'y crois vraiment pas, même si je sais que j'ai vu tout ça quand j'étais petit. J'ai essayé de mieux la conter, j'espère que tu la liras et qu'elle te plaira. Même si elle ne passe pas dans une vidéo, j'espère que tu auras aimé la lire. Je suis bien évidemment abonné, c'est la base. Eh bien écoute, merci beaucoup à toi. Alors tu n'as pas précisé ton prénom, j'imagine que tu ne veux pas le préciser, donc je respecte ton choix. En revanche, je vais donner ton numéro de téléphone, 0604. Bon là, c'est dur d'avoir des théories rationnelles, hein, honnêtement. Après, est-ce que ce ne serait pas le puits qui aurait déclenché cette peur irrationnelle, inconsciente finalement? Le fait d'avoir un vieux puits, d'être dans une vieille maison, est-ce que tout ça n'aurait pas amplifié cette peur-là, amplifier tous ces bruits, ces événements un peu flippants? Est-ce que ton souvenir, même si je le crois complètement, ne serait pas transformé? Vous savez, le temps passe, les souvenirs se mélangent, et on reconstruit des histoires plus impressionnantes que ce qui ne s'est vraiment produit? Ou alors on peut être complètement sur la théorie paranormale. L'âme de la petite fille serait piégée dans le puits, incapable de partir en paix. Ça peut être aussi une théorie. Ce que je trouve hyper flippant et trop bizarre et pratiquement inexplicable, c'est le fait que ta mère ait vu littéralement cette petite fille, chez vous, dans cette salle de bain. Je ne vois pas comment on peut expliquer l'événement, quoi. À part si on peut se dire que c'est une hallucination, peut-être, mais bon, quand même bizarre parce qu'elle a entendu pleurer. Alors quoi, est-ce que la moisissure, le fait que ce soit une vieille maison, l'humidité aurait provoqué quoi, des hallucinations collectives dans la maison? Ça me paraît un peu bizarre. Même si c'est possible scientifiquement, je trouve que même l'explication scientifique fait un petit peu gros. Allez, hop, on est sur une autre histoire paranormale, là, si je dis pas de bêtises, on est sur l'histoire de Karine. Bonjour Léo, mon nom est Karine, je l'ai su comme ça. J'ai récemment découvert votre chaîne YouTube et je la trouve très addictive. Merci à toi Karine. Vous racontez très bien vos histoires, continuez, vous faites du très bon boulot. Merci Karine. Je tiens à préciser que je ne suis pas française et le français n'est pas mon fort. Veuillez excuser alors les fautes de grammaire et d'orthographe. On ne t'en tiendra pas rigueur, ne t'en fais pas Karine. Mais ce que je vais te raconter s'est passé quand j'en avais 12. Jusque-là, je n'avais pas trouvé d'explication à ce que j'ai vu, sauf dernièrement, durant un déjeuner familial, avec toute la famille du côté de ma mère. Je vais d'emblée te raconter ce que j'ai vu cette nuit dans l'année de mes 12 ans. Il faut savoir qu'à l'époque, avec mes parents et des cousins, nous vivions dans la maison de mes grands-parents maternels, qui ne sont malheureusement plus de ce monde. La maison est grande et assez vieille. Elle y compte plusieurs chambres et nous avons chacun la nôtre, toutes à l'étage. Le week-end, je partageais ma chambre avec mon grand frère parce qu'il était à la fac et ne rentrait que le week-end. J'avais donc un lit superposé, mais je dormais toujours en haut et mon frère prenait le lit du bas. Dans notre chambre, nous avions une télé face au lit et un canapé juste en face de cette télé. Donc le canapé est dos au lit. Le lit qui se trouve dans un coin à gauche de la chambre. Ce qui signifie que du haut de mon lit superposé, on peut clairement voir le canapé et la télé. Et cela aura son importance, comme nous le dit Karine, dans cette histoire. Un samedi soir, mon frère m'a dit qu'il y aurait un film intéressant au programme. On a verrouillé alors donc la porte de l'intérieur de la chambre parce que celle-ci avait tendance à s'ouvrir au moindre coup de vent. On s'est alors mis au lit à temps pour regarder un petit film. Je dois dire que je m'endors très facilement. Mais pourtant, j'ai le sommeil léger. Le film avait à peine commencé que je me suis déjà endormi. Mais alors là, quelques heures plus tard, le bruit de la télé me réveille. Celle-ci a atteint la fin du programme, donc ne diffuse plus rien, mais seulement un fond de gras. J'ignore comment l'expliquer, mais vous voyez, quand il n'y a plus d'image, mais seulement un fond blanc avec des grains noirs. Elle émet un son très dérangeant. Donc ce son de la télé me réveille. La chambre est plongée dans le noir, mais seule la télé l'éclaire. Je dis donc à mon frère de baisser le son et même d'éteindre carrément la télé parce que la télécommande est avec lui.
Je vois que la télé affiche la barre de volume qui ne baisse que de -2 sur une échelle de 0 à 20. Je me redresse alors du lit et je me rends compte que mon frère est toujours endormi et ronfle beaucoup. Et que même durant le moment où je lui ai demandé de baisser le volume, je n'ai pas entendu de mouvement dans son lit. Il dormait à point fermé. Je repose alors mes yeux sur la télé et c'est là que j'ai vu une tête qui dépassait le canapé. Des frissons m'ont traversé et j'avais soudainement envie d'aller aux toilettes. Je reconnais que c'est un homme assis sur le canapé et regardant la télé. Je rappelle qu'il n'y a plus rien à regarder, plus de programme. Mais il était là comme figé devant l'écran. Sa tête était chauve car le reflet de la télé faisait briller son crâne. Je ne voyais évidemment pas le reste de son corps ni son visage là d'où je suis, seulement son crâne qui dépassait le canapé. Je ne rêvais pas, il y a vraiment un homme sur le canapé. Je ressentais énormément de choses à la fois, mais surtout de la peur. Beaucoup de peur. Je n'avais pas le réflexe de réveiller mon frère, ni même mes parents dans la chambre d'à côté, parce que me lever signifierait passer près du canapé, donc près de cet homme. Je me suis donc retenu et je me suis tourné vers le mur, dos à la télé. Je me suis mise donc après ça en position fétale pour me sentir en sécurité. Vous voyez, le sentiment où vous voulez protéger tous vos membres au cas où quelqu'un vous agrippe les pieds ou les mains s'il dépasse une certaine zone. Le sommeil m'est venu un moment après. Le lendemain, c'est le programme du matin qui me réveille. Je suis la première à me réveiller et ce que j'ai vu cette nuit me revient tout de suite. La lumière de la baie vitrée illumine déjà toute la pièce. Je me redresse et j'entends que mon frère ronfle toujours. Je descends alors du lit et je me dirige vers le canapé. Mais là, personne. Sauf que la télécommande était sur la petite table basse devant le canapé et non sur la table de chevet de mon frère. Donc ça veut dire que cette nuit, ce n'était pas lui qui avait baissé le son. Je regarde la porte et elle est toujours verrouillée de l'intérieur. Je la déverrouille et je vais dans la cuisine voir mes parents. J'attendais que tout le monde soit à table, y compris mon frère, pour raconter ce que j'ai vu cette nuit. Il m'a affirmé que lui-même allait me demander la fin du film parce qu'il s'est endormi avant et que non, il n'avait pas touché la télécommande. Tout le monde a pris cette histoire à la légère, que c'était un cauchemar ou une paralysie, mais non, j'en étais sûr. J'ai bien vu ce que j'ai vu. À noter que personne n'est chauve chez nous, ni mon père, ni mon frère, ni mes cousins, ni même mon défunt grand-père. Il ne s'est plus rien passé les nuits d'après et nous avons déménagé quelques mois plus tard dans une autre maison, notre maison actuelle. Je reviens alors au déjeuner de famille qui s'est déroulé il y a quelques semaines maintenant. Oui, ils ont grandi là. Mon oncle, l'aîné, nous a raconté que l'homme à qui ses parents, c'est-à-dire mes grands-parents, ont acheté la propriété, est mort dans la maison alors qu'il faisait des rénovations avant que ma famille s'y installe. Par contre, on ne sait pas comment il est mort. J'ignore pourquoi, mais mon cerveau a directement fait le lien. Je lui ai alors demandé de me décrire cet homme parce que lui était le seul à accompagner mes grands-parents durant toute la démarche de l'achat de cette maison, donc le seul à l'avoir vu. Il m'a dit que c'était un homme grand, calme et assez gentil. Je lui ai demandé s'il était chauve, et là il a été tout de suite étonné. Il m'a directement dit « Mais attends, comment tu le sais ?» Je lui ai alors raconté l'histoire, et il m'a cru. En conclusion, je pense que oui, ce que j'ai vu est paranormal, que c'était cet homme, l'ancien proprio. Je vous remercie d'avoir lu mon histoire, vous aussi donnez-moi votre théorie, si vous avez des questions n'hésitez pas, bonne continuation. Karine. Waouh, waouh, waouh. J'imagine les personnes qui ont la phobie des chauves et qui sont témoins comme Karine d'une histoire similaire. Très compliqué comme le deuxième témoignage de prouver que c'est faux. En réalité, le témoignage est bien écrit, même si tu nous as dit au début que t'étais pas française et que pour toi le français était compliqué. Tu t'es vraiment bien débrouillé, bravo à toi Karine. Ton histoire et comment tu nous l'as expliqué peut annuler déjà la théorie que ce soit une personne de ta famille, comme tu précises que tu étais bien seul à ce moment-là dans la chambre avec ton frère. Donc quelle était cette chose, l'ancien propriétaire? Sûrement un intrus qui a voulu peut-être se témoigner une série dans ta chambre, peut-être aussi, ça peut être une théorie, un stalker qui habite chez toi, très peu probable en réalité. Là je réfléchis sur cette théorie, quasiment impossible. En tout cas ce serait beaucoup plus effrayant que le paranormal. Mais en tout cas, affaire à suivre, c'est toujours dur de juger les histoires paranormales, et c'est dur de juger sur des témoignages anonymes d'une certaine façon, si les histoires sont vraies ou pas. Après si c'est des mensonges, tant pis. En tout cas, ça nous aura bien divertis. En tout cas, j'espère Karine qu'actuellement ça ne t'affecte plus, que tu as pu en parler avec ton oncle de tout ça, que tu as pu dédramatiser un petit peu la situation, que ça ne t'est plus arrivé ce genre d'événement un petit peu effrayant, et surtout que la personne que tu as vue ce soir-là, qui a vécu un accident tragique et qui est mort d'une façon horrible, a pu retrouver la paix. Dans les hauts plateaux désertiques du nord du Chili, une série d'attaques nocturnes sanglantes a semé la panique parmi les éleveurs. Plus d'une cinquantaine de jeunes alpagas et lamas
ont été retrouvés morts, vidés de leur sang. Pourtant, on retrouve des marques de perforation étrangement précises au niveau du thorax. Pour les villageois de Colchan, non loin de la frontière bolivienne, le coupable ne faisait aucun doute. Le Chupacabra, cette créature mythique venue sucer le sang des bêtes. Déconcertés, les autorités locales et les vétérinaires ne sont pas parvenus à identifier le prédateur responsable. Les blessures infligées aux animaux ne ressemblaient à rien de connu dans la région. Les pumas et les renards, habituels chasseurs de ces terres arides, s'en prennent généralement au cou de leur proie et laissent des traces de lutte. Alors que là, c'était complètement différent. Ici, les morts étaient propres, carrément chirurgicales, et les carcasses demeuraient intactes, enfin à l'exception de 2 petites plaies. Face à cette énigme, le maire de Colchan, Javier Garcia Choc, sollicita alors l'aide d'une vétérinaire locale, Andrea Nieto. Après avoir examiné les cadavres, celle-ci déclara « Il ne s'agit ni d'un puma, ni de renard, ni même de chien sauvage. Il n'y a que 2 petits trous visibles, bien espacés, placés dans la région du thorax. Aucun autre signe de morsure, ni de déchirement. La taille et la disposition des crocs indiquaient alors une mâchoire étroite, différente des animaux présents dans la zone, différente des prédateurs locaux. Elle exclut aussi l'hypothèse des chauves-souris, beaucoup trop petites pour causer de tels dégâts. Pour les habitants, l'explication rationnelle ne suffisait pas. Les témoignages des éleveurs se recoupaient. L'agresseur frappait uniquement la nuit, ne laissait aucune empreinte et n'emportait jamais les corps. Juan Choc, un fermier endeuillé, confia même ceci. Au début, on a cru un déséquilibré, mais ensuite, les cadavres ont continué à apparaître. Trop nombreux, trop étranges. Il évoqua la rumeur d'un chupacabra blessant des gens dans le sud du pays. Depuis, on a installé des lumières à panneaux solaires autour des enclos pour essayer de le tenir à distance. Un autre agriculteur, Louis Choc, fit remarquer que la créature ne s'attaquait pas à la chair ou aux organes. Elle fait un petit trou toujours au même endroit. Pas de chair arrachée, pas de traces de lutte. Même les mères ne défendent pas leurs petits. C'est comme si les bêtes étaient paralysées face à ce qu'ils voyaient devant eux. Le Service national de l'agriculture et de l'élevage, le SAG, dépêcha alors des agents pour inspecter les lieux. Mais malheureusement, dans les 2 cas les plus récents, les corps avaient été déplacés après la mort, rendant toute analyse de terrain difficile. Des caméras infrarouges furent alors installées autour des fermes, dans l'espoir peut-être de filmer le mystérieux prédateur en action. La figure du Chupacabra, ancrée dans le folklore latino-américain, remonte à la fin des années 90. D'abord signalée à Porto Rico, la créature est décrite comme possédant des yeux rouges luisants, des crocs proéminents et une démarche bondissante. Elle aspirait apparemment le sang de ses victimes, d'où son nom. Chupar, aspirait, et cabra, chèvre. Depuis, des signalements ont été faits un peu partout dans les Amériques, jusqu'en Russie dites-vous, et au Kazakhstan. En 2016, les villageois ukrainiens auraient même capturé un spécimen qu'ils accusaient de décimer leur chapelle. On s'est bien diverti, maintenant, trouvons le rationnel dans tout ça et essayons d'évoquer des théories et des hypothèses. Plusieurs pistes ont été envisagées pour expliquer les attaques de Colchan, chacune plus ou moins plausible. Est-ce qu'on ne serait pas face à une mutation animale inconnue? Certains biologistes suggèrent l'émergence d'une espèce inconnue ou mutée, peut-être échappée d'un laboratoire clandestin. L'absence d'empreintes, la précision chirurgicale des morsures et l'absence de chair consommée évoqueraient alors un comportement différent des carnivores classiques. Ou alors est-ce que cela ne serait pas un prédateur extraterrestre? Bon là vous l'aurez deviné, c'est une théorie beaucoup plus audacieuse, mais souvent citée dans de nombreux milieux ufologiques. Beaucoup disent que le Chupacabra est d'origine extraterrestre, envoyé pour prélever du matériel biologique. Les blessures nettes, comme le rapportent les faits, rappellent certains récits de mutilation animale liés à des ovnis. Mais ça ne peut pas être que paranormal. On peut aussi expliquer ça comme un phénomène psychique collectif. Certains psychologues avancent qu'il pourrait s'agir d'un cas de panique morale, une psychose collective alimentée par la peur, les rumeurs et la mémoire du mythe. Ce genre de phénomène est bien documenté dans l'histoire humaine, mais il n'explique là pas les blessures réelles ni les cadavres. Est-ce qu'on ne serait pas face à une organisation criminelle ou sectaire? Cette théorie envisage l'implication d'un groupe opérant la nuit, pour des rituels ou des expériences. La répétition des blessures pourrait indiquer un schéma ritualisé. Une hypothèse, je vous l'accorde, extrêmement inquiétante, mais jamais totalement écartée,
dans les cas d'animaux mutilés. Le retour du mythe incarné. Pour les habitants, il ne fait aucun doute que le Chupacabra est bien réel. Pour eux, la créature n'est pas un mythe ni une hallucination. C'est une présence ancestrale en fait, peut-être réveillée ou attirée par un quelque déséquilibre dans l'environnement. Aujourd'hui encore, l'énigme reste entière. Aucun prédateur identifié, aucune empreinte et des caméras toujours muettes. La peur, elle, continue de rôder dans les montagnes de Colchan, là où des nuits sombres, glaciales et désormais hantées. Salut Léo, j'espère que tu vas bien. Bien écoute, pas trop en ce moment, je t'avoue que t'es le mec déblatère sa vie. Évidemment, ça va bien. Je m'appelle Amélia et je voulais te raconter une histoire qui m'est arrivée. Je ne donnerai pas le nom de la ville, par respect pour la famille, mais en faisant des recherches, tu devrais facilement trouver des articles de cette histoire. Jusqu'à ce que mes parents divorcent, mon frère faisait du foot dans la ville à côté de chez nous. Rien d'étrange jusqu'ici tu me diras, mais attends. Un jour, lorsque j'étais en primaire, je dirais CE1, ma mère l'a emmené à son entraînement habituel du mercredi après-midi. Mon père étant au travail, j'ai dû y aller avec eux. Ma mère s'est garée en bas du stade. Il y avait toute une pente à monter pour atteindre le stade, mais elle ne pouvait pas aller plus haut puisque c'était comme des marches. Elle devait juste le déposer et pour pas perdre de temps, elle m'a dit de rester là, de rester dans la voiture et qu'elle ne fermerait pas de toute façon. On était dans les années 2000, presque 2010, c'était pas si choquant à l'époque. Elle est donc partie. Et pendant que je l'attendais, un homme est arrivé en moto avec un petit garçon derrière lui, et s'est arrêté à mon niveau. Il a commencé à me poser plusieurs questions, mais je savais très bien quand même que je ne devais pas parler aux inconnus, donc je ne lui répondais rien de spécial. Il s'est ensuite mis à me proposer de venir jouer avec son fils, en disant qu'il avait des bonbons et des jouets. Oui, je sais, il était un peu le cliché du kidnappeur. Je lui ai juste dit que je ne voulais pas, et que ma mère allait arriver. Il s'est mis alors à insister, puis il est descendu de la moto en commençant à s'approcher de moi. Je me rappelais très bien que la voiture n'était pas fermée et que s'il essayait de l'ouvrir, c'était fini pour moi. Il me faisait vraiment peur. Mais je me rappelle que j'essayais de ne pas lui montrer de peur. J'avais peur qu'il comprenne que la voiture n'était pas fermée. Au moment où il posait sa main sur la poignée de la portière, une voix a résonné derrière lui. C'était une amie de ma mère qui venait de récupérer ses fils au foot. Il était plus jeune que mon frère, et donc l'entraînement d'avant. Elle lui a demandé ce qu'il faisait, et sa réponse était juste terrifiante. Il a dit que je devais venir jouer avec son fils, et que ma mère était là-haut, que c'était prévu, et qu'elle était au courant. J'étais terrorisé. Et elle l'a vu, et lui a dit « Je ne crois pas, je connais sa mère, elle n'aurait jamais dit oui, et elle n'a pas l'air de vouloir venir avec vous. » Il a insisté, mais elle a fini par réussir à le faire partir. Puis, s'est tout de suite tourné vers moi pour savoir comment j'allais. Je lui ai raconté tout ce qu'il s'était passé et que j'avais eu super peur parce que la voiture n'était pas fermée. Elle est restée avec moi et une fois qu'elle a vu ma mère arriver, elle lui a fait un signe de loin et est partie. Quand ma mère m'a rejoint, je ne lui ai rien dit parce que j'avais beaucoup trop peur et que je voulais pas aussi l'embêter. Elle a appris 2 semaines plus tard par cette fameuse copine, on en a discuté rapidement et on est passé à autre chose. Mais ce n'est pas le point final de cette histoire. Il arrive plusieurs années plus tard, quand je suis au collège en 4e. J'arrive au collège et je vois que tout le monde est un petit peu agité et semble parler d'une seule et même chose. Je demande alors à mes amis et ce qu'ils m'ont dit me fait encore froid dans le dos. Ils m'ont expliqué qu'un homme avait été récupéré sur le dark web par le FBI pour de la pédopornographie. Cependant, en faisant leurs recherches, ils se sont rendus compte qu'il était français. Et ils ont donc transmis le dossier à l'équivalent français du FBI. Ils ont retracé alors cet homme et l'ont retrouvé dans ma ville. Ça faisait des années qu'il relayait ce genre d'images dont certaines semblaient être de lui. Quelques jours après, on a appris, parce qu'elles étaient absentes depuis, que c'était le mari de ma principale adjointe. Elle est partie en dépression dès qu'elle l'a su, car elle n'était pas au courant du tout, et il avait leur fille dans le collège, et elle avait 1 an de moins que moi. Quand j'ai su ça, tout s'est connecté. On avait déjà croisé son mari, parce que c'était une toute petite ville, et sa voix, son visage m'était familier. Mais je n'arrivais pas à me rappeler d'où. Et c'était ce jour-là, c'était lui qui avait essayé de m'enlever. Depuis ce jour, je me demande encore ce qui me serait arrivé si la copine de ma mère n'était pas arrivée. Voilà, c'est mon histoire, j'espère qu'elle t'a plu et j'adorerais avoir ton retour dessus et merci d'avoir pris le temps de la lire. On n'a plus jamais revu notre principale adjointe, elle est partie dans une très grosse dépression, ce qui est compréhensible évidemment, et leur fille est revenue en même pas 1 semaine à l'école. Dans mes souvenirs, je me demande encore comment elle a fait.
Waouh, c'est hardcore de fou. Alors là, il n'y a pas tellement de théories comme le paranormal à émettre. Déjà, merci beaucoup pour ton témoignage, il est très dur à raconter. Le traumatisme que t'as dû avoir, la peur que t'as dû ressentir au moment quand ta mère t'a laissé seul dans cette voiture. Donc déjà, première chose à faire les mecs, et les femmes, et les filles, femmes plutôt, quand vous avez un enfant en bas âge, ou même un enfant tout court, ne le laissez pas dans la voiture seul ou fermé à clé, la centralisez, vous appuyez sur le bouton, tac, en sécurité, ça part. En tout cas, gros respect à toi, on espère que tu vas mieux depuis, et on espère surtout que la fille qui a été victime du coup de son père va beaucoup mieux. Parce que elle en vrai, elle y peut rien, et elle a un daron absolument affreux, et franchement dur après je pense pour s'en remettre de tout ça. Et surtout la maman aussi, qui est tombée en dépression, grosse force à elle. Ça m'effraie le fait que l'humain puisse avoir des dérives comme ça complètement horribles. Dites-vous que ça m'est arrivé ça récemment, j'attendais mon pote, et un monsieur est venu me demander si je pouvais acheter du lait pour son enfant, tout ça était à Paris, il m'a même montré une photo comme preuve de l'enfant, sauf que c'était un montage très mal fait, on dirait que l'enfant n'était pas du tout content d'être là. Bref, le truc était très space. Je lui ai dit que je pouvais pas, que j'avais pas le temps, mais que s'il voulait, je pouvais lui acheter un truc à manger. Ce qu'il ne voulait pas au début, il m'a vraiment forcé. Il insistait de fou, il a fait que me le répéter, il trouvait des solutions. Moi je lui ai dit non, je ne voulais pas lui acheter du lait, pour la simple et bonne raison que apparemment c'est une technique pour kidnapper les gens, tout ça. Donc flemme que mes organes soient revendus dans des je ne sais où. J'ai une vie à vivre, des histoires à raconter, les vôtres en l'occurrence, donc flemme, d'accord? Et égoïstement flemme, voilà. Salut, j'espère que tu vas bien. Je regarde souvent tes vidéos paranormales car j'aime écouter les histoires des gens. Eh bien écoute, moi aussi, et je pense que les gens qui regardent cette vidéo aussi, donc on est au meilleur endroit les mecs. Principalement, les histoires que j'ai vécues, j'étais souvent avec ma sœur, et elles se sont déroulées dans notre maison d'enfance. Tout a commencé quand j'avais 6 et 8 ans. Le tout premier phénomène était une apparition. C'était au tout début où j'ai vécu dans cette maison. Je dormais entre ma sœur et ma maman, quand tout d'un coup, je me suis réveillé en pleine nuit, et j'ai aperçu une ombre noire avec un chapeau. D'après ma description, ce serait le grand-père de ma maman. De là, j'ai dormi alors avec ma couverture sur la tête jusqu'à mes 12 ans, par toute température. J'imagine en été, ça devait être horrible pour toi bordel. Un soir d'été, un orage s'est abattu sur notre région. À cause d'une connaissance, j'avais trop peur d'avoir le feu à la maison, donc je débranchais toutes les prises de ma chambre et celles du grenier. Je demandais même à ma maman de m'accompagner par peur de revoir cette ombre entre deux éclairs. Mais heureusement, je ne l'ai plus jamais revue. La nuit qui a suivi cette soirée, ma maman m'a réveillé en furie car ma radio était au sol avec le son à fond et avec des grésillements. Moi, qui avais pourtant ma prise débranchée, je n'ai jamais su comment ça a pu se produire. Un jour, j'étais avec ma sœur, on était assis dans sa chambre et on écoutait la musique, Oppa Gangnam Style. Alors que le refrain s'enchaînait, on a entendu une voix de femme dire le refrain à la place de l'homme. Ma sœur, complètement sous le choc, a prétendu que ça aurait pu être notre beau-père. Mais il ne connaissait pourtant ni la musique et il n'avait pas la voix d'une femme. Un autre jour, nous étions dans sa chambre et en me regardant dans le miroir, je me suis rendu compte que son doudou de l'époque était redressé et me regardait. Ce doudou était un peu plus bas que ses coussins, rien ne pouvait donc le maintenir. Et sa nuque était toute décousue. Donc, impossible qu'il tienne redressé seul. Ma sœur a commencé à pleurer, en me disant qu'elle avait retrouvé souvent ce fameux doudou dans des positions étranges, alors qu'elle ne l'avait pas mis ainsi. Elle ne m'en avait jamais parlé, de peur que je la prenne pour une folle, car c'était tout bonnement ce que pensait notre maman. Un beau matin, ma sœur vient dans ma chambre, et elle me dit qu'elle a quelque chose à me montrer. Donc, je me rends dans sa chambre, elle me montre 2 traces de mains rouges au-dessus de son lit. Malheureusement, je n'ai pas réussi à retrouver la photo. La seule photo que j'ai, c'est quand j'allais travailler avec mon beau-père à 13 ans. J'avais pris 2-3 photos du camion et sur le chemin du retour, j'ai décidé de les regarder. Je me suis aperçu d'un visage dans le pare-brise. Malheureusement, ces 2-3 photos, je n'ai réussi à en retrouver qu'une seule et je suis vraiment dégoûté, car sur une des photos, on pouvait clairement distinguer des dents, alors que celles que j'ai encore, on ne les voit pas. Je te souhaite plein de courage et de réussite, continue ainsi, tu fais partie des kings. Merci beaucoup. Aïe 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 aïe, ça fait mal d'entendre ce genre de témoignages, et ça m'effraie aussi pas mal. Ce qui me traumatise le plus, c'est ce truc avec le doudou. Le fait qu'il bouge alors qu'il ne devrait pas et que c'est physiquement impossible, donc il est forcément retenu par une force
qu'on n'arrive pas à déterminer et voir, bon, le problème de la radio, je pense que ça peut être facilement explicable. En tout cas, je pense que c'est le seul truc. Une radio, il faut le savoir, peut grésiller, même débrancher. À cause d'un truc simple, une vieille charge électrique. La voix aussi pendant la musique, il est possible que ta radio ait capté une interférence, comme une sorte d'onde radio qui parasite le son. Après le doudou, si on veut être rationnel, est-ce que c'est pas un effet d'optique? Mais bon, j'imagine que vous avez vérifié après. Ou est-ce qu'il n'a pas pu se coincer par hasard, je ne sais pas moi, pour tenir comme ceci? Parce que sinon, moi je déménage, hein, si ça m'arrive, ce genre de truc. Et comme on peut le voir sur cette photo que tu m'as envoyée, est-ce que ce ne serait pas finalement un reflet ou une tache de condensation qui ressemble là, à un visage? Est-ce que c'est pas un objet qui est disposé dans le camion et qui ressemble à ça? Non, c'est pas possible. Non, j'ai pas d'explication, malheureusement. J'attends vraiment les amis que vous enfiliez vos blouses d'enquêteur pour me débunk ça quoi. Sans vous, je peux rien faire, c'est terrible, je suis un vrai assisté, c'est terrible. Coucou, déjà j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Nous avons un pote à moi qui nous lit, et lui il est pote avec une de tes meilleures amies. Je trouve ça drôle, haha. Attends, mais viens m'en parler sur Insta. C'est qui cette personne? Alors je vous avoue que je me souvenais plus du tout du début du mail, c'est assez drôle, mais viens m'en parler dans les commentaires ou sur Instagram, je veux plus de précision parce que ça m'intéresse là, c'est très bizarre. Je me permets de t'envoyer ce mail pour te raconter une histoire étrange et vraiment terrifiante que j'ai vécue lorsque j'avais 15 ans. C'était donc en 2014. Tout commence un mercredi après-midi. À savoir que j'étais interne et en internat toute la semaine. Le mercredi après-midi était un moment où je pouvais me permettre de rentrer chez moi pour voir mes copines avant de retourner au lycée le soir. Il faisait très beau et j'avais prévu de rejoindre mes copines au parc à côté de chez moi, à vraiment moins de 15 minutes de marche. Il était à peu près aux alentours de 16 heures. Il faut savoir que c'est un chemin de terre qui longe la Seine avec quelques péniches mais assez peu de passages. Le soleil tapait fort derrière moi, ce qui fait que mon ombre m'apparaissait devant. Du coup, je remarque l'ombre de quelqu'un qui s'approche assez vite de moi. Pensant que c'est un jogger, comme souvent sur mon chemin, je me décale. Et d'un coup, cette personne me met la main sur l'épaule. Avant de continuer, je tiens à décrire l'apparence de cet homme, car au premier abord, rien ne me paraissait suspect. C'était un homme grand, roux, avec une barbe de 4-5 jours. Il portait une chemise très propre, blanche ou bleu clair, avec des petits pois ou du moins un motif léger. Des jeans assez classiques et chaussures assez classe en cuir. Bon, je reprends. Donc cet homme me met la main sur l'épaule. Je me retourne et enlève un écouteur. Il me raconte qu'il parle à une fille sur internet, Messenger plus précisément, et qu'il n'arrive pas à lui envoyer une photo de lui. Il me demande alors si on peut s'installer dans sa voiture, qu'il me montre d'ailleurs du doigt, c'était une sorte de BMW noire, et que je lui prête mon téléphone afin qu'il puisse envoyer sa photo. Je lui réponds que non, je suis pressé, et que je compte rejoindre des copines qui m'attendent. Et là, l'homme fait un truc hyper bizarre, il se met en face de moi pour me bloquer le chemin. Il sort de sa poche une liasse de vieux billets de 10 et de 20. Je lui réponds que non, cela ne m'intéresse toujours pas. Ce que je n'avais pas remarqué, c'est que naturellement au fil de la conversation, il s'avançait vers moi, ce qui me faisait reculer. À l'origine, sa voiture devait se trouver à 3 mètres de moi. Elle était maintenant à 2 mètres. La suite de l'histoire s'est passée en 3 secondes chrono. Je me retourne, je vois la portière, il me pousse, et j'ai un coup de jus dans tout le corps. Le cœur, l'esprit, les jambes, partout. Je prends la connexion à mes réflexions, et je cours. Je cours. Sans être essoufflé, je cours. Et proche du parc, il y a un grand parking, non accessible en voiture depuis le chemin où l'on était, car il faut passer par un tunnel piéton. Je m'y réfugie et j'appelle alors ma mère. Elle m'ordonne de rejoindre mes copines dans le parc qui se trouve juste en face, et de ne pas rester seule en attendant qu'elle arrive. Sachant qu'en voiture, au parc depuis chez moi, il y en a pour 5 minutes. Lors du trajet, ma mère appelle la police. Ils nous demandent de venir, mais prennent quand même les informations au sérieux pour essayer de le retrouver. Ils nous demandent de venir au poste, mais prennent quand même les informations au sérieux pour essayer de le retrouver. Une fois que la police est arrivée sur le lieu, le mec avait disparu. Ils ont déployé voiture dans la ville afin de retrouver cet homme. Il n'y a jamais eu de suite. Pour conclure sur cette histoire, mes proches et moi pensons que c'était un mec pas net qui a eu l'idée d'essayer sur un coup de tête. Je ne pense pas qu'il avait déjà tenté auparavant. Ou si c'est le cas, il s'y est toujours mal pris, et tant mieux. Une fois que je suis parti en courant, il a dû prendre peur et s'enfuir. Je pense qu'il n'était pas du coin de ma ville, mais peut-être des alentours. J'ai été traumatisé par cette histoire, et logique on le comprend, tellement que pendant 7 ans je n'ai pas pu marcher dans la rue avec des écouteurs.
J'avais peur de tout le monde. Je me sentais à la merci du monde lorsque j'étais seul. Rentrer le soir de mon ancien travail, où je terminais à minuit, sans appeler mon père ou mon meilleur ami, me semblait impossible. Merci à toi si tu as sélectionné mon histoire. Sans vouloir faire peur, cela signifie bien qu'importe l'endroit, l'heure, le temps ou l'apparence de la personne, il faut faire attention. Réellement, nous ne sommes pas en sécurité. Réellement, nous ne sommes en sécurité qu'avec nous-mêmes et nos proches. Bisous! Aïe aïe aïe, ce genre d'histoire, ça arrive très souvent, malheureusement, j'ai l'impression, tous les jours. Je reçois, les amis, beaucoup de témoignages de filles qui me racontent des agressions qu'elles vivent au quotidien par des hommes extrêmement lourds dans la rue. En tout cas, tu as eu la meilleure des réactions et c'est ce que je vous conseille de faire, les filles, si vous vivez ce genre de choses avec un mec un petit peu lourd dans la rue, criez et courez, en fait, c'est le seul truc à faire. En 1920, à Alger, en Louisiane, un garçon était né albinos. Sa peau était blanche, tout comme ses cheveux, et ses grands yeux clairs reflétaient le ciel. Ce garçon était magnifique. Ses parents, dont personne ne savait rien, l'avaient abandonné à la naissance et il avait été donc confié après ça à l'orphelinat local. En grandissant, le garçon s'était alors révélé difficile et il avait commencé à se montrer plutôt violent. Certains enfants le craignaient, d'autres le tourmentaient. Il n'avait pas d'amis. Il avait essayé un beau jour de s'enfuir de l'orphelinat à plusieurs reprises, mais il avait toujours été retrouvé et ramené. Une nuit, alors que l'établissement semblait plutôt calme, il avait poignardé une infirmière avec une grande paire de ciseaux et plus personne n'avait jamais entendu parler de lui. Il vivait comme un vagabond, suivant les lignes de chemin de fer et sautant de train en train pour se déplacer. Laissant libre cours à son instinct, il avait commencé à tuer au hasard de ses rencontres. Des cadavres horriblement mutilés avaient été retrouvés dans tout le pays. Des rumeurs avaient alors commencé à courir sur un albinos qui était souvent observé sur les lieux du crime, le long des voies ferrées. Il était alors devenu une légende, une sorte de monstre dont on chuchotait le nom. Les témoins, pour la plupart des employés du chemin de fer, parlaient d'un homme. Mais était-il encore humain? Ces hommes-là le décrivent même comme un homme ayant le visage livide, avec de longs cheveux blancs et des lunettes noires. Il était toujours habillé de la même façon. Il portait toujours, été comme hiver, un grand manteau de pois et un chapeau à large bord. L'un de ses poignets était agrémenté d'un tatouage et dans sa main, osseuse et blanchâtre, il tenait un sac à bandoulière. Il lui servait en fait à transporter les langues et les globes oculaires prélevés directement sur ses victimes. Au fil du temps, sa vue s'était détériorée. Il était alors devenu aveugle et il avait commencé à développer certaines capacités psychiques. À chaque fois que quelqu'un pensait à lui ou disait son nom à haute voix, alors il l'entendait et il prenait un train pour se rapprocher de lui. Leurs pensées le guidaient comme un phare dans la nuit. S'ils arrêtaient de penser à lui, alors il les perdait. Pour l'aider alors dans sa tâche, il s'était fabriqué un compagnon, cousant littéralement les langues et les globes oculaires ensemble. Il avait réussi en fait à lui donner vie grâce à ses connaissances en magie noire, ou peut-être en vaudou. Personne n'en était sûr. Il l'appelait alors le Gloomsinger. Quand il arrivait dans une ville, où il avait été appelé, le Bye-Bye Man envoyait son chien maléfique sur le malheureux qui avait pensé ou parlé de lui. Certains ne savaient même pas d'où il connaissait son nom. Alors, une fois sa proie localisée, le Gloomsinger se mettait à siffler d'une manière particulière pour prévenir son maître. L'épouvantable créature se détériorait en permanence et le Bye-Bye Man devait tuer sans cesse pour se procurer les langues et les globes oculaires nécessaires à sa restauration. Mais où est le Bye-Bye Man maintenant? Demanda un soir Ellie. Chicago lui répondit aussitôt l'esprit du Ouija. Il vous connaît, il se rapproche. Alors complètement horrifiée, Catherine enleva précipitamment ses doigts de la planchette. Elle n'en pouvait plus de toutes ces histoires. Ils tentèrent alors de la raisonner, mais aucun de leurs mots ne put la rassurer. Alors comme elle refusait catégoriquement de continuer et qu'il n'avait de résultat qu'en sa présence, le Ouija retourna au grenier. Les trois amis avaient été terriblement affectés par l'expérience. Toutes les nuits, d'abominables cauchemars les réveillaient. Ils étaient précisément tout le temps paniqués et en sueur à 3 heures du matin. Un week-end, Ellie et Catherine se rendirent alors à un concert à Wausau, dans le Wisconsin. Ils marchaient le long du pont ferroviaire de l'île de Barker Stewart, plus connu sous le nom de Body Island, parce que les corps des bûcherons morts étaient autrefois lavés sur une rive en amont. Ellie se pose quelques secondes et ses yeux virent directement sur une tortue dans la rivière. Il décida alors de descendre pour l'observer de plus près.
et Catherine l'attendit donc sur le banc. Mais en son absence, un sifflement strident se fit entendre, qui commence à se rapprocher, et elle pensa aussitôt au Bye Bye Man. Complètement terrifiée, elle se mit à courir à toute vitesse, et elle s'enfuit, sans même prévenir Ellie. Peu de temps après, Ellie et Catherine se séparèrent, et Catherine commença alors à sortir avec John. La nuit suivante, John dormait profondément, quand des coups sourds résonnèrent à sa porte. « Hey John, viens, on sort le petit déjeuner !» lui cria une femme depuis le couloir. Sa voix ressemblait étrangement à celle de Catherine. Il ouvrit les yeux. La chambre était toujours plongée dans l'obscurité. Troublé, il jeta alors un rapide coup d'œil à son réveil. 3 heures du matin. Un peu tôt pour aller prendre un petit déjeuner, non ? Brusquement paniqué, il se leva précipitamment de son lit, mais dans son affolement, il se prit les pieds dans ses bras et s'effondra sur le sol. Une nouvelle série de coups retentit. Et soudainement, il se souvient. Il se souvient que Catherine et Ellie se trouvaient dans la même ville que lui, dans le Wisconsin. Comme il était allongé, la tête tournée vers la porte, il distingua alors 2 ombres par l'interstice, une grande et une petite, 2 ombres qui ne ressemblaient pas du tout à Catherine et Ellie. Alors l'idée lui vint. C'était sûrement le Bye Bye Man qui venait le chercher. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser à lui. Horrifié, il décida de ne pas bouger et d'attendre. Quelques heures plus tard, quand il se réveilla, les premières lueurs de l'aube éclairaient faiblement la pièce. Il gisait toujours sur le plancher, mais les ombres avaient mystérieusement disparu. Une dizaine d'années alors s'écoulèrent sans incident notable. Au début des années 2000, Ellie, qui avait pour habitude de raconter son histoire à ses amis, les nuits d'Halloween, finit par attirer l'attention de Robert Damon Schneck, un écrivain qui avait déjà rédigé plusieurs ouvrages regroupant des histoires vraies. Après la sortie de son livre, en 2005, l'histoire de Bye Bye Man se répandit alors sur les forums d'internet. Les émissions de radio ne faisaient qu'en parler dans leurs programmes, et les passionnés même du paranormal commencèrent de plus en plus à s'y intéresser. Le Bye Bye Man, comme on l'appelle, devint alors une légende urbaine, un peu comme le Slender Man. Alors, je vous ai vraiment résumé l'histoire de Catherine, Ellie et John, mais celle-ci pour le coup est bel et bien réelle. De nos jours, Catherine refuse catégoriquement de s'exprimer sur leur séance de Ouija ou sur le Bye Bye Man. Quant à John, lui, mène une vie plutôt banale en Amérique du Nord. Ellie est le seul membre du groupe à ne pas avoir eu d'expérience paranormale, et il vit maintenant à New York. Il est le fondateur de The Wild Crow Society, une association à but non lucratif qui vient en aide aux victimes de phénomènes paranormaux. Il possède chez lui toujours la planche de Ouija qui a servi à leur séance. Il l'a enfermée dans une cabane avec d'autres objets occultes, la barre à savon d'un évier hanté, un livre de magie noire et une lance maudite acquise auprès d'un anthropologue local. Personne ne peut dire si le Bye Bye Man est une réalité ou une légende. Des séances de Ouija ont bien été tenues, au cours desquelles son nom et son histoire ont été révélés. Cependant, rien ne prouve vraiment la réalité de son existence, bien au contraire. Monsieur Schneck a effectué des recherches, mais il n'y a jamais eu d'orphelinat à Alger, et il n'a pas trouvé d'informations sur un tueur en série officiant près des voies ferrées à l'époque indiquée. Il dit même ceci d'ailleurs: sans un orphelinat ou une preuve de meurtre, l'histoire semble être une invention. Mais qui l'a inventé alors ? Et pourquoi ? Monsieur Schneck doute alors de l'existence du Bye Bye Man, mais il prend néanmoins quelques précautions. Quand il pense à lui ou quand il en parle à la radio, il n'utilise pas son nom, seulement ses initiales, BBM. Il ne sait pas d'où vient le monstre, mais il se dit fasciné. En admettant que les faits se soient bien déroulés comme le prétend Monsieur Schneck, les explications sont peu nombreuses. Est-ce que alors l'inconscient collectif des 3 étudiants a pu créer cette créature, le Bye Bye Man ? L'histoire a peut-être été inventée par l'esprit du Ouija, comme l'esprit de Patience Force, qui avait prétendument dicté ses livres à Pearl Curran, ou par un esprit maléfique qui espérait ainsi les vulnérabiliser pour mieux les posséder ? Ou alors, est-ce que le Bye Bye Man existe réellement ? L'hypothèse est peu probable honnêtement, mais qui pourrait en jurer ? Bonjour, je m'appelle Brian, et je voulais te raconter un rêve prémonitoire que j'ai fait il y a plus de 10 ans. Dans ce rêve, à chaque fois que je m'allongeais, je voyais une image flotter devant moi. Ses contours étaient entièrement noirs, sans que je ne sache pourquoi.
Et chaque nuit, je voyais toujours la même scène. Une voiture noire, une BMW, qui fonçait droit dans le jardin de la maison où j'habitais à l'époque. Je me réveillais à chaque fois en sursaut. Le lendemain, même rêve. L'image flottante, la voiture noire qui s'écrase dans notre jardin, tout était identique. Troisième nuit, encore le même rêve. À ce moment-là, j'ai fini à en parler évidemment à ma mère. On a essayé de comprendre ce que ça pouvait signifier, mais on n'a jamais trouvé d'explication. Un soir, avec ma mère, on regardait une série sur TF1, Dr House, je pense que tu connais, évidemment. Il était précisément 21h15. Soudain, on a entendu un bruit strident, des pneus qui crissent, un dérapage, puis un énorme boom. Je me lève en sursaut, je cours voir alors ce qui se passe, et là, sous mes yeux, je vois exactement la scène de mon rêve. La voiture noire de notre voisin, une BMW, venait de foncer dans notre jardin. Je me suis littéralement mis à genoux, complètement sous le choc. Pendant 3 nuits, j'avais vu cette scène, et maintenant, elle se déroulait en vrai, devant moi. Je m'en souviendrai toute ma vie. Témoignage assez court, mais il ne m'en faut pas plus, personnellement, pour être effrayé des événements que tu as vécu, frérot. Waouh, Brian, choqué de ton témoignage, il est très très court, mais ça m'a suffi personnellement. On espère évidemment tous que ton voisin va beaucoup mieux. Est-ce que tu as des news par rapport à lui? Est-ce qu'il est en vie? Sinon, cette vidéo prendrait une tournure hyper glauque. Bon, ici, c'est vrai que c'est quand même dur à trouver des explications rationnelles, mais j'en ai quand même sous la main. Après, évidemment, les amis, je précise, je ne suis pas expert dans le domaine du paranormal, ou même expert dans le domaine de la science ou du cerveau humain, comment tout ça fonctionne. Pas du tout, je me renseigne au fur et à mesure des vidéos que je fais. J'apprends au fur et à mesure à essayer de trouver des réponses aux témoignages que vous m'envoyez. N'y voyez en aucun cas chez moi un expert dans la matière, dans le paranormal, dans le cerveau humain, dans la science. Non, non. Donc pour moi, là, on est sur une soit pure coïncidence, plus tu rajoutes à ça une mémoire sélective, donc ton cerveau Brian qui a retenu ce rêve, car il colle parfaitement à un événement réel que tu as dû voir déjà. Exemple, tu rentres du taf tous les jours ou des cours, et hop, tu vois évidemment ton voisin et sa BMW noire. Donc est-ce que ton cerveau n'aurait pas pris cette image-là et l'aurait mis dans tes rêves plusieurs fois d'affilée par coïncidence? Et paf, quelques jours après, malheureusement, encore une fois par coïncidence, ton voisin a été victime d'un accident près de chez toi. Et cette observation-là, est-ce qu'elle n'aurait pas été inconsciente chez toi? Est-ce que tu n'aurais pas pu observer des phénomènes un petit peu dangereux de ton voisin? Exemple, est-ce qu'il conduisait bien? Ton cerveau aurait transformé ton rêve en directement un accident? Je ne sais pas du tout, honnêtement. N'hésite pas, Brian, à mettre plus d'informations dans les commentaires pour aussi en donner plus aux gens qui nous aideront d'ailleurs dans les commentaires à résoudre un petit peu cette énigme. Ou alors, si on part dans le paranormal, est-ce que tu n'as pas vécu une prémonition? Une vision réelle du futur. C'est déjà arrivé d'ailleurs à une fille qui est venue sur la chaîne témoigner, Nina, une fille adorable, qui nous a partagé une histoire de prémonition qu'elle avait régulièrement. Elle voyait par exemple un vélo rose dans ce rêve, et hop, le jour d'après, elle le voyait dans la vraie vie, exactement le même qu'elle avait rêvé et qu'elle avait détaillé d'ailleurs à une de ses potes. Mais après, encore une fois, ça peut être aussi ça, une coïncidence. D'ailleurs, je vous mets la vidéo juste là si vous voulez jeter un coup d'œil à son témoignage, il est bluffant. Elle a fait plein de paralysie du sommeil, une malédiction a été jetée sur sa famille, bref, une histoire de fou. Je vous mets la vidéo juste en haut si vous voulez aller voir. Enfin bref, ça aussi, en fait, ça peut être une coïncidence. Je ne sais pas, Brian, ce que tu as vécu ce jour-là. En tout cas, sache qu'on est tous avec toi et on espère surtout que ton voisin va mieux. Surtout ça, c'est le plus important en vrai. Le 9 décembre 1904, dans la ville anglaise d'Hexham, un loup s'en prit à un troupeau de moutons. Les hommes lancèrent une longue poursuite sur plusieurs kilomètres sans parvenir à le capturer. Le lendemain, The Hexham Courant, un journal local, fit apparaître un article alarmant intitulé « Un loup rôde aux abords d'Allendale ». Des éleveurs à Allendale, un village proche d'Hexham, ont déclaré que leur troupeau était si durement frappé qu'ils rentraient désormais leurs bêtes à la nuit tombée. Un de ces bergers a même retrouvé 2 de ses moutons attaqués, les entrailles de l'un pendaient hors de son ventre et il ne restait de l'autre que la tête et les cornes. Plusieurs bêtes même portaient des morsures au cou et aux pattes, caractéristiques des assauts d'un loup. Et ce même jour, l'animal revint hanter les alentours. Un groupe de villageois tenta alors de le capturer. Mais encore une fois, sans succès. Le loup du capitaine Blind, domicilié à Shotley Bridge, fut suspecté un temps. Mais toutefois, ce dernier n'était qu'un jeune spécimen, âgé de 4 mois, incapable de dévorer ses moutons entiers. L'inquiétude alors se propagea rapidement. Les femmes et les enfants furent sommés d'éviter les sentiers isolés et de regagner leur foyer avant la tombée de la nuit. Des lanternes furent allumées et gardées allumées jusqu'au matin, dites-vous, pour repousser la bête. Mais ce n'est pas pour autant que les attaques ne vont pas se poursuivre, elles vont amplifier.
Le 15 décembre, une célèbre meute de chiens de chasse, menée par le limier monarche, tentèrent de suivre la piste de l'animal. Mais bon, encore une fois, aucune trace. Malgré leur effort, de nouvelles carcasses ensanglantées furent retrouvées, témoignant de sa présence continue. Le 20 décembre, les éleveurs se rassemblèrent et mirent à prix la tête du loup, 5 livres de récompense. Le 29, 2 hommes réussirent à le pister, mais il prit la fuite d'un bond agile par-dessus un mur. Et alors le 31, des femmes et des enfants l'aperçurent dans un champ et le firent fuir en poussant des cris de panique. Pourtant, les descriptions de la bête divergeaient vachement. Certains la voyaient noire, d'autres cuivrée, ou encore gris foncé, voire gris clair pour certains. En réaction, les habitants alors formèrent un comité du loup d'Exham, qui organisa de multiples battues. Et malgré des observations fréquentes, la créature parvenait toujours à échapper aux chasseurs et à leurs fusils. Mais bon, face à l'inefficacité générale, les membres du comité firent appel à un certain Bredick, un pisteur indien renommé. Lorsqu'il fut interrogé par le Newcastle Evening Chronicle, il affirma qu'il retrouverait la bête grâce à la science. Pourtant, malgré son assurance, il échoua. Il avait même tenu d'ailleurs ces propos-là. Ce loup ne laisse ni trace, ni odeur. C'est impossible. Était-ce vraiment un loup ? Le 7 janvier 1905, des ouvriers travaillant sur une voie ferrée découvrirent le cadavre d'un loup coupé en deux par un train, à environ 48 km à l'ouest du Hexhamshire. Alors après ça, ils l'enterrèrent, mais après en avoir parlé au chef de la gare de Kennington, ils le déterrèrent et ramenèrent la dépouille en ville. Le capitaine Bain accourut, mais constata que l'animal était trop vieux pour être le sien. Le loup devint rapidement alors une attraction. Des curieux accoururent pour le voir, certains même offrant jusqu'à 40 livres pour voir sa tête. Mais des offres qui seront rejetées. Le corps fut finalement expédié à l'inspecteur des chemins de fer de Midland et exposé dans une salle à Derby. Mais The Hexham Courant précisa que ce loup n'était pas celui d'Allendale. Des preuves irréfutables démontraient en fait que la créature courait toujours. Pendant ce temps, un journal londonien, The Beatstander, évoqua les ravages causés par le loup d'Hexham. La presse locale rapporta prudemment des extraits sans confirmer ni démentir. Le 21 juillet, on annonça alors que des chiens avaient été envoyés en forêt, mais le gel empêcha la chasse de progresser. Plusieurs témoins, dont un facteur, affirmèrent pourtant avoir vu la bête. Les attaques devinrent ensuite de plus en plus rares, jusqu'à tomber dans l'oubli. Jusqu'en 1971, un après-midi de février de cette année-là, Colin Robson, âgé de 11 ans, désherbait le jardin familial au 3 Ready Avenue à Hexham, lorsqu'il mit au jour une petite pierre arrondie de la taille d'une balle de tennis. En la nettoyant, il fit apparaître un visage sculpté au trait grossier. Il appela aussitôt son frère Leslie, qui l'observait depuis sa fenêtre, et les deux alors se mirent à fouiller le jardin. Bientôt, Leslie trouva une seconde tête. Toutes deux, vaguement sphériques, elles comportaient en fait à leur base une excroissance, comme si elles avaient été fixées à un socle ou un corps. La première, gris vert, lourde et incrustée de cristaux de quartz, affichait des traits masculins et des cheveux plaqués. L'autre, aux yeux exorbités et au nez crochu, semblait porter une coiffure nouée avec 2 touches de rouge et de jaune. Pour les enfants, elle ressemblait à une sorcière. Après les avoir nettoyés, ils les rapportèrent alors à la maison et d'étranges phénomènes commencèrent. Les têtes semblaient tourner d'elles-mêmes durant la nuit. Des objets se brisaient sans raison, des bouteilles explosaient et des bibelots se retrouvaient même en miettes. Une nuit, l'une des filles de la famille, avec sa sœur, vit tomber sur son lit une pluie de fragments de verre. Traumatisées, elles demandèrent alors à changer de chambre. Une voisine, Madame Ellen Dowd, vécut un épisode encore plus troublant. J'étais allé dormir avec mon fils malade dans la chambre des enfants. Il ne cessait de dire qu'on le touchait. Et soudain, j'ai vu une silhouette. Elle s'est approchée et j'ai senti ses mains sur mes jambes. Puis, elle est sortie à 4 pattes. On a hurlé. C'était une créature mi-homme, mi-animal. La nuit précédente, elles avaient entendu des bruits étranges provenant de la maison des Robson. Sa propre porte d'entrée s'était retrouvée ouverte. Un voisin, lui aussi, parla de hurlements, semblables à ceux d'un loup-garou.
Et peu de temps après ces événements, la famille Dodd fut relogée. Les rumeurs se mirent alors à circuler très vite. Les pierres surnommées le garçon et la fille furent alors confiées à l'abbaye d'Hexham, puis au musée des antiquités, et enfin à l'experte en artefacts celtiques, le docteur Anne Ross. Elle conclut qu'elle datait d'environ 1800 ans, probablement utilisée dans des rites celtiques. Peu de temps après, comme les autres familles qui ont été victimes d'événements paranormaux, des événements étranges et plus que dérangeants commencèrent. Et elle le raconte très bien d'ailleurs. Une nuit, je me suis réveillé glacé d'effroi. Une silhouette noire, mi-homme, mi-loup, d'environ 2 mètres, se tenait dans l'embrasure de la porte. Je l'ai vue nettement. Puis, elle a disparu. Et sans réfléchir, je l'ai poursuivie. Je ne comprenais pas pourquoi j'agissais ainsi. Et lors d'un voyage, leur fille Bérénice, restée seule, vit elle aussi la créature. Elle venait de rentrer et une bête noire, proche d'un loup-garou, a sauté par-dessus la lampe. Elle a suivi l'animal jusque dans la salle de musique, mais il s'était volatilisé. Elle a alors été prise de panique. Le loup-garou se manifesta encore, souvent dans les escaliers. Il courait, sautait la rambarde ou faisait claquer les portes. Le docteur Ross, invité sur la BBC, parla d'un esprit malveillant lié aux têtes. Même son mari, habituellement sceptique, ressentait sa présence. Mais bon, finalement, elle décida de s'en débarrasser, ainsi que de toute sa collection. Dès qu'on les a emportés, tout le monde a senti un soulagement. Le British Museum les exposa un temps avant de les retirer complètement face aux nombreuses plaintes. Les têtes furent étudiées. Dearman parla de moulage et le docteur Robson estima qu'il s'agissait de ciment. En 1972, un ancien habitant de la maison, Desmond Grady, déclara dans The Evening Chronicle qu'il les avait fabriqués en 1956 pour juste amuser sa fille. Et rien d'autre. Il en réalisa même 2 nouvelles pour le prouver. Alors avait-il mystifié tout le monde? Et dans ce cas, comment expliquer les phénomènes étranges? En 1977, le chimiste Don Robbins, convaincu que les têtes contenaient du quartz capable de stocker des images du passé, les conserva un temps. Et il avait raison de faire ça car son chien mordit très vite l'une d'elles. Il les confia ensuite à un certain Frank Hyde. Frank qui était d'ailleurs connu pour être un radiesthésiste reconnu. Pour vous la faire simple, c'était une personne qui était très connue pour être sensible aux personnes, aux radiations des gens, mais aussi aux radiations des objets. Finalement, un peu comme un médium. Et après qu'il les ait données à Frank, ces 2 petites statues, elles disparurent à jamais. Plus personne n'a pu mettre la main dessus. I did. We're not encumbered with those 5 ships, right? Ah! Oh god! Oh god! Back to the ship! Back to the ship! Holy shit! Holy shit! I thought we had another food. We do. Do we have a space in the ship? We don't need this. What do we need in the ship? Wait. Here we go. We have some space now. Woo! Yeah. The problem is we can't fully control the cannons. Is there any way we can pass the time? We can't like properly aim with the cannons. That's one of the things I was telling you guys that I missed from Sea of Thieves. Like, I kind of wish that we could put that guy in the cannon and shoot him out, even though those cannons are not thick enough. We can't precise aim the cannons. Hello, hello. God damn it, guys! Those crabs are dodging the cannon bullets. Finally, high five! I think we killed both of them. No, just one. Should be easy for us to kill this guy. Calm. You see, right now, it's just not worth killing these guys with the cannons.
Here, let's make a fast travel. Should we make a workbench so we can refuel? Oh, our lamp is refilled. Okay, so we have some light. We go. Let's just see what this is. There's something in this island. We check. Loot? Oh gosh. After spending a night off the caves. Okay, so can you guys tell me where the loot is? After you read out that. Guys, I think those ship logs are too wordy. There? Too wordy. Tree with a red... Where? Bottom text? Okay, cool. Well, the problem is it's night. How the fuck we're gonna see a tree? Does anyone see a tree with a red flag? Does anyone have night vision? Oh god. You see those coconuts? We can get them to fall. Pointed screen, nodders. Hello? I can't see any red flag. I only see coconuts. Oh fuck. Boars. It's okay. I don't think we're gonna find the tree with the red flag in this darkness. What are the odds? North of the camp? Open your eye patch for night vision. North. Okay, so... Guys. Do you see the red flag?